Allô? Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Bon, quelques problèmes techniques. Anaïs me dit qu'on nous entendait déjà depuis l'écran d'attente. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier virtuel. Merci Anaïs d'être présente et de nous dire si on a d'autres problèmes techniques, par exemple si on m'entend deux fois pour une raison X ou Y ou indépendante de ma volonté. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'atelier virtuel. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir toute l'équipe de la BD Franck. Bonsoir à tous. Je vous laisse vous présenter. Donc, on a Olivier Bocquet, le scénariste. Salut Olivier. Ah non, me dis pas qu'on t'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Olivier, est-ce qu'on t'entend? Bah, Non. moi, oui, non? Ah oui, Ah, ça c'est y est, bon. c'est ça. Ça y Oui, est, ça y est. il y a juste un petit peu de décalage parce que Olivier est aux États-Unis en ce moment. Voilà. Il y a Bonsoir, à peu près 2 bonsoir minutes de Brice, bonsoir décalage. Brice Cossu, donc le dessinateur, Salut. et bonsoir Johan Guillot, le coloriste. Donc Brice et Johan que j'ai déjà reçus dans des émissions si vous voulez poursuivre un peu l'expérience. Nous sommes donc réunis ce soir pour vous. Donc, j'ai Anne-Claire dans les commentaires, SLZ, MFI, FIFA, non, MFIFA, voilà. Bonsoir à tous et bien merci de nous rejoindre. Nous sommes ici pour parler d'un événement pour vous, hein. Donc c'est la sortie du tome 9 des aventures de Franck. Oh, non, parce que tu le prononces comment, toi? Alors, je disais Frunk avant, mais Ouais. maintenant que j'ai vu le dossier, maintenant que tu m'as envoyé les planches du dossier, j'ai vu qu'il fallait dire Franck. Alors voilà, la famille de Brice est là. Voilà. Non, j'accepte tout. Salut la famille. Excusez-moi, hein, je suis encore un peu dans les dans les problèmes techniques. Pas les réglages. Ouais. Je sais Tu même. veux qu'on raconte des blagues en attendant ou pas? Non, 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 mais ça y est, Non, il y a on est assez de là. blagues, assez de blagues. Si, c'est bien que j'aille chercher mes petites questions. Hop. Bon, alors ça fait quoi, les garçons, de sortir un tome 9? Est-ce qu'au début, au Il début de était temps. l'aventure Franck, vous vous attendiez à aller si loin? Alors, en vrai, Ouais, je pense pas. Je sais que, bon, de toute façon, quand on avait commencé Frunk, on avait un cycle de 4. On doutait bien que si la BD trouvait son public, on essaierait d'aller plus loin. Après, moi, de me dire que on sort un tome 9 et que ce n'est pas terminé, ben oui, c'est clair que ça fait quelque chose. je crois qu'on a déjà reperdu Olivier, c'est une catastrophe. Non, Olivier, tu es avec nous? Oui, enfin, moi, je vous entends. Ok. Ah, cool. Euh, Alors, Brice, tu m'as fait parvenir quelques pièces là. En ce moment, on diffuse à l'écran le début du commencement, donc les premières pages et les premières planches test de Franck. Franck, ça remonte à quelle année les débuts? Comment ça s'est passé la rencontre entre vous? Est-ce que c'est Olivier qui est venu vers toi? Est-ce que c'est... Alors, le début, c'est Olivier qui va le raconter parce qu'il y avait un avant notre rencontre, en vrai. D'accord. C'est un vieux projet. La question, c'est est-ce que vous m'entendez avec énormément de décalage ou pas? Vas-y, réponds, Olivier. Un, On un t'entend, petit on peu, t'entend. mais ça passe. Et vous m'avez entendu vraiment ou vous m'avez entendu genre 5 secondes après? Regardez, maintenant, attends, je vais faire un test. Je vais faire, vous allez voir si l'image correspond, ok? Je fais 1, 2, 3, 4, 5 avec les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche ou pas? Le 4 est tombé pendant le 5, voilà. Enfin, C'est pas donc grave, ça va. Olivier. Est-ce que tu veux répondre à notre question alors? À peu près une seconde de retard. Aux C'est pas grave. origines Alors, de... les origines de Franck, c'est que j'ai voulu faire une histoire enfin, une histoire qui, à mon avis, pouvait plaire à tout le monde, qui était simple et évidente, mais qui n'avait pas encore été faite. Et quand j'ai trouvé cette histoire, personne n'en a voulu. Quand je dis personne, je l'ai envoyé à 6 éditeurs avant d'en trouver un qui était OK, dont 3 chez Dupuis, et c'est le troisième chez Dupuis qui l'a accepté.
Donc c'était pas une histoire si évidente que ça a priori. Et quand il s'agit de trouver un dessinateur, on n'avait pas trop d'idées avec l'éditeur Benoît Fripia. Et c'est en faisant une séance de dédicace dans une librairie pour ma première BD qui s'appelle La colère de Fantomas que j'ai vu les enquêtes du Mystérium, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, Ouais, c'est de, ça. de Brice Cossu, dessiné par Brice. Et je trouvais que le trait était dynamique. C'était pas exactement ce que je cherchais, mais j'aimais beaucoup les propositions de cadrage, quelque chose qui me plaisait bien. Donc on l'a proposé à Brice. Et alors que Brice avait absolument rien fait qui ressemble à Frunk avant, les essais qu'il a fait, on s'est dit mais il est parfait ce gars. Très bien. Et en Donc, fait, moi, quand c'est arrivé, j'enchaîne, pardon. vas-y. Moi, quand c'est arrivé, ça correspondait à un moment où, en fait, les enquêtes du Mystérium, ça a été mon tremplin vers passer à autre chose que ce que je faisais jusqu'ici en bande dessinée, à savoir du fantastique ado-adulte, voire adulte. Pour la petite histoire, j'étais en train de dessiner une BD sur les Templiers où j'étais en train de dessiner une scène assez gore. Et en fait, je me suis dit, je ne veux plus dessiner ça. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de faire de l'aventure, j'ai envie de faire des trucs rigolos, fun. Et c'est le moment où je reçois le scénario d'Olivier. Il m'avait contacté via Messenger. Et, euh, et je dis, bah écoute, je vais jeter un œil. Et en fait, quand j'ai lu le dossier et ce qu'il avait envoyé, j'ai littéralement explosé de rire en me disant, je dois absolument faire ce truc. C'est génial, c'est la meilleure idée du monde, quoi. Et je me rappelle que j'étais en plein sur un autre truc avec Delcourt à ce moment-là, qui s'est finalement pas fait. Mhm. Et tout est allé assez vite. C'est-à-dire que assez immédiatement, je me suis approprié les personnages, l'histoire. Benoît, je me rappelle, l'éditeur, se dit, mais il était allé voir ce que je faisais avant, et donc forcément, il n'est pas tombé sur Mystérium, mais il est tombé sur tout le reste. Il a dû se dire, t'es sûr que c'est le bon choix? Et en fait, non, c'est allé très vite. Il a lui-même souhaité, en vrai, que tous les autres projets qu'il avait en cours en même temps foirent, et il a eu raison parce que tout a Mhm. foiré. Et du coup, j'ai pu, à partir, donc là, on était en 2015, très exactement. Et à partir de là, bah, ça a été l'enchaînement. Là, on voit tes essais, Les pages tes d'essai. planches en noir et blanc. À quel moment Johan rentre dans le projet avec vous? Là, par exemple, Euh, c'est pas tes couleurs, Johan, si, sur cette page? Si c'est Si, ses si, couleurs. d'accord, ok. Si, en fait, avec Brice, Brice est mon plus ancien collaborateur dans le milieu de la BD. En fait, C'est vrai? ben oui, oui, Trop, oui. Et trop. en fait, le fameux bouquin sur les Templiers dont il parlait, c'était un bouquin qu'on faisait déjà ensemble avant. Et on avait fait encore un autre album avant. Et en fait, on s'est trouvé avec Brice parce que il aime bien mes couleurs. Et puis moi, quand je vois son dessin, je sais tout de suite quoi mettre dessus. Donc en fait, ça va très très vite. Et quand il a commencé Franck, en fait, il a pensé à moi tout de suite parce qu'on s'entendait graphiquement très bien. Hmm. Et du coup, il l'a proposé à Olivier. Il a proposé ma candidature, on va dire, à Olivier. Donc voilà. Après, Super. je sais pas trop comment ça s'est passé. Il y a, Je crois il m'a promis des dinosaures qui ont mis beaucoup de temps à arriver. Et il y avait un autre truc aussi, mais bon, c'est autre C'est chose. dommage, parce que dans ce que je t'ai filé, j'ai pas réussi à retrouver parce que j'avais dessiné l'échange qu'on avait fait avec Johan, avec le vrai échange de mots, genre ouais, viens, il y aura des dinosaures et tout. Ok, c'est bon, j'arrive. Oui, Ça a été c'est assez vrai. rapide. je me rappelle très bien, moi, de ma première rencontre avec Franck, c'était à la Fnac, voilà. J'ai immédiatement accroché sur cette première couverture. Hop, je vais la repasser ici. Il y a un truc qui s'est passé pour moi. J'ai vu ton nom en plus, Brice Cossu. Il se trouve que je t'avais rencontré quelques années auparavant en C'est festival. ça. Et effectivement, ce titre ultra accrocheur, Frunk, on se demande où est passée la voyelle. Et j'ai feuilleté quelques pages et j'ai tout de suite compris la règle du jeu. Et j'ai immédiatement pensé, et là encore, je comparerais ça au Schtroumpf par exemple, le fait de schtroumpfer quelque chose. Je me suis dit, en plus, ils ont trouvé ce truc
Donc ça, je suppose que ça vient de... C'était déjà présent dans ton scénario, Olivier, d'enlever les voyelles. Voilà, donc pour ceux qui découvriraient la série, j'imagine que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ont déjà lu. On a Matt Games qui nous rejoint. Salut Matt Games. Je me suis dit, voilà, il y a un petit supplément d'âme, une côté idée de génie. Là, on est vraiment dans la BD, dans le langage, quelque chose qui serait très difficile à adapter en dialogue, hein, finalement, qui est purement du langage BD. Je me suis dit, ils ont trouvé cette idée. Est-ce que ça vous est revenu un petit peu, ça, en dédicace, en festival? Les gens ont dit, ont accroché, ont aimé décoder? Dites-moi. Ça a marché auprès des enfants beaucoup qui ont commencé à imaginer déjà leur nom, simplement, sans les voyelles. C'est Bon, il génial. faut quand même préciser pour celles et ceux qui ne connaissent pas Franck, c'est que les hommes préhistoriques, on débarque à la préhistoire, ils n'ont rien inventé et ils n'ont pas inventé en particulier les voyelles. Ce qui donne lieu à, dans le premier tome uniquement, des dialogues entièrement en consonnes qu'il faut décrypter. Et ça, c'est très ludique pour les enfants et pour les parents aussi, parce que finalement, c'est devenu une lecture familiale. Et ça a été utilisé, ça l'est encore, comme manuel d'apprentissage de lecture au CP. Il y a certains instituteurs qui s'en sont emparés parce qu'ils trouvent que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour apprendre à lire. J'ai dans mon entourage énormément d'instituteurs qui s'en servent pour trucs comme ça. Je sais qu'il est très demandé dans les CDI. Enfin voilà, au niveau scolaire, il marche bien ce bouquin. Il marche vraiment très très bien. Hmm. Moi, j'ai ma fille hein, de 9 ans qui avait donc les trois premiers tomes. Et puis, quand le tome 2 et 3 sont arrivés, après que je t'ai croisé à Sévrier, elle a dit, elle était super contente. Et puis après, elle avait pas osé m'avouer. En fait, pour moi, ça allait de soi. Mais en fait, qu'elle avait pas réussi à comprendre les dialogues. Et quand je lui ai dit, mais en fait, la règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas les voyelles. Et elle a fait. Ah! Et elle est allée le relire, elle a passé beaucoup de temps dessus, c'était un chouette moment. Et puis au niveau du langage aussi, je citerai le personnage de Gérard qui s'exprime avec des fautes de grammaire. Enfin, en tout cas, je trouve que dans l'écriture, déjà, on a beaucoup de choses qui font qu'on s'attache très rapidement au personnage. C'est quelque chose d'important pour toi, Olivier, dans ce projet, dans d'autres projets? Ouais, c'est le plus important, en fait, c'est les personnages. Mhm. Écrire une histoire, c'est surtout en bande dessinée, quand tu es limité dans 54 pages, tu vois, tu as vraiment un truc où tu peux te dire, bah, je vais d'abord faire des événements. C'est un drapeau d'intrigue, un drapeau d'intrigue, un drapeau d'intrigue, et du coup, tes personnages, ça devient des pantins. Ça Mhm. devient juste, tiens, bah alors là, il faut qu'il lui arrive ça, il faut qu'il lui arrive ça c'est machin, bah, et puis tu t'en fous, en fait, tu es juste en train de lire une suite de péripéties. Et ça, c'est ce que les scénaristes savent faire, les péripéties, mais c'est aussi ce qui est le plus facile. C'est-à-dire que sur un coin de table comme ça, on dit ah bah à ce moment-là, le mec il va se casser la gueule, et puis à ce moment-là, il y a un dinosaure, et puis à ce moment-là. Mais c'est pas ça qui fait qu'on s'attache à une histoire. C'est les personnages. Et Mhm. avec Brice, qui a aussi cette faculté à faire qu'on s'attache immédiatement aux personnages parce qu'il les rend attachants physiquement, enfin dans leur visage, dans leur regard. On a pris ce parti de passer du temps avec les personnages au détriment parfois de l'aventure. Et parfois juste en disant à l'éditeur, bah là on a besoin de plus de pages, voire on a besoin d'un tome de plus. Mhm. Plutôt que d'essayer de tout faire rentrer au chausse-pied dans ce qui était prévu au départ, on se dit, bah tiens, cette scène elle est intéressante, on la prolonge, on voit où elle va, et en tant que lecteur ou lectrice, normalement, tu finis par tous les aimer. Enfin, aimer ceux qu'on a envie que tu aimes, tu les aimes parce que on a été sincère avec eux, on leur a donné de la place, on leur a donné le temps de vivre. Donc ouais, c'est le plus important. Moi, honnêtement, la plupart des bandes dessinées d'aventure que je lis, je dis ok, mais c'est qui les gens? Et on sait jamais en fait. C'est vrai que ça a pu m'arriver de lire des choses de SF où il y a tout un équipage et où finalement, à la fin, tu les décris en disant, bah lui là, tu sais, celui qui meurt comme ça, ou elle, tu sais, celle qui. En fait, on n'arrive pas à les qualifier, on n'arrive pas à leur donner du corps parce qu'on n'est pas rentré dans leurs émotions, dans leur vécu. Et justement, je me disais, les visages de Brice sont hyper expressifs. Est-ce que toi, à force de travailler avec Brice, tu t'as commencé à te reposer dessus, c'est-à-dire
Tu sais, comment dire, par exemple, d'aller plus loin dans l'écriture parfois, ou même de faire sauter des répliques, par exemple, au profit d'une simple expression du visage. Il y a des Alors c'est un peu avec les dessinateurs et dessinatrices avec qui je travaille, hein, en général, il y a toujours un petit moment où tu tâtonnes un peu, tu te demandes ce que tu peux lui demander ou pas. Tu as des scènes qui te semblent un petit peu compliquées, donc tu vas mollo, et puis tu te rends compte que voilà, Brice, il peut encaisser cette scène, alors tu vas en faire une un peu plus compliquée, un peu plus compliquée. À la fin, tu te rends compte que tu es au volant d'une Ferrari et que tu peux faire ce que tu veux. Brice, c'est ça en fait. Et c'est même là où je me repose sur lui, c'est il y a certaines scènes où je finis en tant que scénariste par renoncer et par me dire c'est pas grave, Brice saura bien la faire. J'ai pas réussi à en tirer le maximum à l'écriture, Mhm. mais je pense que Brice la rendra meilleure que ce qu'elle est. Et en général, c'est le cas. Ouais. Et Brice, de ton côté, je crois que tu m'as confié que de toi, de ton point de vue de dessinateur, pareil, tu ressentais une aisance vis-à-vis du scénario d'Olivier, que c'était... Olivier, quand j'ai lu, en fait, déjà quand j'ai lu le dossier, j'avais trouvé ça génial. Au niveau humour, voilà, je peux être très difficile en termes de lecture. C'est très difficile de me faire rire avec un livre. Et Olivier, avec un dossier de 3 pages qui expliquait sa BD, a réussi à le faire. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Hmm. Et quand j'ai commencé à recevoir les pages, tout ce que vient de dire Olivier était tout ce que moi, j'avais toujours cherché à faire en bande dessinée, de toute façon. Et tout ce qui avait pu parfois me manquer par le passé parce que j'avais pas cette écriture-là. J'ai dit Mhm. plus tard à Olivier que, en fait, c'était un scénariste de manga qui s'ignorait parce que, parce que le manga, c'est exactement tout ce qu'a décrit Olivier. C'est du travail de personnage avant. Enfin, en général, on fait des personnages et ce sont les personnages qui vont faire l'histoire. Hmm. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache à eux et qu'on a envie d'être avec eux, on a envie de vivre l'aventure avec eux. Et je pense que c'est aussi une des forces, encore une fois, je vais pas en faire un sujet ce soir, mais pourquoi le manga aujourd'hui plaît aux gamins, c'est Hmm. parce qu'ils ont l'identification qui est très forte, je pense plus forte que dans la plupart des BD franco-belges. Et en fait, l'écriture d'Olivier, instinctivement, elle m'évoque ça. Hmm. Et je vais aller plus loin. En fait, Olivier a cette capacité dans les dialogues. Je n'ai jamais vu ça chez un scénariste, a cette capacité dans les dialogues à ce que immédiatement on a le caractère du personnage. Ça, c'est très très compliqué en bande dessinée d'avoir des dialogues qui fonctionnent et d'arriver de se dire voilà. Et il y a ce truc-là. Donc en fait, moi, quand je reçois le scénario d'Olivier, quand j'ai l'écriture, je les vois, je peux les toucher, voilà. Je me projette immédiatement. Oui, il y a les dialogues, il y a la façon de parler, alors jusqu'à la grammaire des Mhm. personnages, mais il y a aussi une manière de parler, en fait, hein. Franck, c'est vraiment on va dire, un gamin de son époque, quoi. Ouais, Immédiatement, quand on le lit, c'est pas des dialogues d'un adulte qui serait projeté sur un enfant, quoi. On est vraiment, mhm. on n'aurait pas besoin de le décrire, parce que si on l'entendait parler, on saurait exactement à qui on s'adresse. Ouais, ouais, c'est vrai, mais il y a aussi le jeu, tu sais, c'est toujours le truc de dire de trouver le bon réglage entre ce n'est pas un adulte et de ne pas non plus tomber, tu sais, dans la caricature du gamin de 13 ans avec des expressions toutes faites. Oui. Tu sens vite le moment où c'est ultra forcé, tu sais, ça c'est toujours un petit peu compliqué. En fait, c'est vraiment le bon équilibre entre les deux. Et moi, c'est un peu pareil avec quand on parlait des émotions. C'est que c'est vrai qu'en franco-belge, on a tendance à vouloir codifier. On Hmm. doit représenter un personnage content, on lui fait le smile. On doit représenter un personnage triste, on lui ferme les yeux avec la petite larme qui coule. Hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 12 ou 15 expressions qui y a entre les deux, moi. Et en Hmm. fait, c'est la subtilité d'Olivier dans l'écriture. Moi, j'ai eu qu'à la transférer au dessin et justement, ça tombe bien parce que c'est ça que j'aime faire. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, cette même subtilité, Johan, derrière à la couleur, il va arriver en faisant des propositions comment dire, que t'as jamais vu, tu vois, Bah là, on le des voit, ambiances. on le voit terriblement sur la planche que tu Ouais, racontes en ce voilà. moment, hein. Johan, on a le personnage qui est quasiment gris, tellement il est éberlué, et puis il devient rouge de colère, littéralement. Mm.
Oui, oui, mais en fait, c'est marrant parce que ce que décrit Brice par rapport au scénario d'Olivier, c'est exactement ce que moi j'ai quand je vois le dessin de Brice, en fait. C'est limpide. En fait, je sais où ça va et c'est déjà. En fait, c'est quelque chose d'hyper narratif dès le début qui se transmet. Et, euh, et du coup, bah, quand je vois les expressions de Brice, moi j'ai juste à mettre un peu les curseurs où il faut. Mais c'est rigolo parce que je pense à la fin du 4, la fin du premier cycle, qui est très. Enfin, il y a beaucoup d'émotions. Hmm. Et je me rappelle que Olivier nous avait dit un truc, il nous avait dit c'est fou parce que moi j'écris quelque chose en me disant qu'il va y avoir des émotions à ce moment-là. Mhm. Brice le transforme et j'ai l'impression que ce que j'ai fait passe au carré. Mhm. Et une fois qu'il y a la couleur en plus, on passe au cube. Et en fait, il y avait le même élan initial qui est transféré comme ça, avec la même force jusqu'à l'arrivée, et avec une facilité. Enfin, moi, Oui, j'ai jamais eu l'impression de galérer sur Franck, et pourtant, j'ai fait des trucs, j'ai fait des propositions de trucs que normalement on fait pas en franco-belge. c'est Normalement, vrai. en franco-belge, il faut que le personnage soit tout le temps un petit peu des mêmes couleurs, qu'on retrouve ses codes. Hmm. Les cheveux de Franck, ils sont jamais de la même couleur. Ils passent du Non. jaune au vert, au paille, au blanc, au rose. Hmm. Bref. Et Et pourtant, hein, et pourtant, Johan, la première fois qu'on a parlé, mon ressenti, c'était qu'ils avaient ce code, justement, et tu me dis, non, 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 j'utilise pas la même couleur, c'est-à-dire que la perception, par contraste, fait qu'on le ressent, enfin, tu vois, ces cheveux-là, ils sont verts et bleus, on les ouais. ressent jaunes quand même, parce que c'est bien fait, Ben, quoi. parce qu'en fait, pour un truc tout simple, c'est que le cerveau a enregistré que c'était jaune. Et il a enregistré les bonnes couleurs et après, en fait, on décline et du coup, ça permet en fait de s'affranchir des codes Hmm. pour aller vers quelque chose de plus ambiance, plus de graphique et plus de narratif. Là, quand on a besoin que quelqu'un ait peur, comme en case 2 là, par Hmm. exemple, Hmm. ben, on est dans des bleus et c'est pas grave, on sait qu'il est blond. Ouais. Mais bon, c'est rigolo. Mais ça C'est- marche parce qu'il y a cette facilité qui est transmise entre ce qu'a écrit Olivier, ce que Brice s'approprie et ce que je reçois moi. Je vais rebondir sur ce que tu dis au sujet de la peur, parce que moi, c'est vraiment une richesse que j'ai trouvée dans le projet. Il y a la peur, il y a les émotions vives, importantes, et en même temps, il y a ce côté très cartoon des déplacements des personnages, et je reste... Ah, on a reperdu Olivier, c'est pas grave, j'espère qu'il nous entend. On a ce côté très cartoon des déplacements. Là, ils font quasiment un saut qui est pas possible, et notamment surtout sur Franck. Hein, c'est-à-dire qu'on a Kenza qui court normalement en fait, hein, qui saute. Et en fait, Franck, il a ce côté un peu presque Fantasio. Tu vois, j'ai l'image comme ça de Fantasio moi dans Spirou. J'y viendrai même après sur ce côté-là. C'est avoir ces déplacements-là un peu cartoon. Est-ce que c'est une manière alors, je sais pas si c'est écrit comme ça, hein, d'ailleurs, tu me diras, Olivier, si là tu as écrit, par exemple, il saute tel un Looney Tunes ou pas. Mais j'ai l'impression que parfois, ce côté cartoon des déplacements permet de désamorcer de la violence ou du danger, du danger de mort, hein, parce que les personnages sont quand même en danger de mort assez souvent. Est-ce que c'est ce qui vous permet d'être dans la tonalité jeunesse, ça, ce style-là, ou est-ce que c'est instinctif? En fait, la référence que moi j'ai donnée, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de. Enfin, j'ai un peu découvert le manga grâce à Brice. Ouais. La référence pour moi, c'est beaucoup Pixar. Et Pixar, ils ont ce truc-là que tu peux être terrifié par les personnages, mais qui restent marrants, souples et tout ça. Et puis, je fais pas des descriptions très précises de comment Frank doit se déplacer par rapport à Elsa, mais à force, on le sait. Et c'est surtout été au départ qu'on s'est mis d'accord avec Brice sur le fait que Frank, le piège dans une histoire comme celle-là, c'est de faire le garçon blond, blanc, moderne qui débarque chez les sauvages et qui leur apprend la vie. Donc l'idée, c'était que Franck, il débarque en pensant ça, en pensant qu'il va pouvoir apprendre la vie à tout le monde, et en se rendant compte qu'il est plus mauvais que tout le monde, et en particulier que Kenza, sur absolument tout. Hmm. Euh,
Et donc, ça induit une façon de se déplacer, une façon de gérer les obstacles les dangers, qui n'est pas la même quand tu es Kenza, que tu es né dans ce monde-là et que tu as passé ta vie à te battre, et quand tu es un gamin qui ne connaît la vie que par les jeux vidéo. Mm. Donc, ça induit ça, et forcément, ça fait un truc humoristique naturel. C'est super, tu as anticipé plein de mes questions. Tu voulais ajouter quelque chose, Brice, sur le côté cartoonesque de parfois des situations, des déplacements? Ou manga, Oui, bah, peut-être? oui, bah, en fait, c'est un peu des deux, puisque moi, la référence en dessin, ma référence, ça peut être autant les Disney que le manga, réellement. Et Hmm. moi, ce que j'ai essayé, c'est, en fait, tu vois, une de mes grosses références en dessin, c'est Skydoll. C'est le côté, on est typiquement dans l'aspect manga Disney. Et moi, j'ai cherché ça, mais j'ai cherché aussi, moi, c'est surtout la dynamique du manga. Hmm. Et en effet, il fallait qu'il y ait un contraste entre les déplacements un peu gauche de Franck et les déplacements assurés de Kenza ou des autres. Mais ce que j'ai essayé aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments, surtout, en fait, plus la série avance, et moins Franck à ce côté déplacement cartoon, parce que bah, mine de rien, il va y rester un petit moment à la préhistoire, lui aussi, il va commencer un petit peu, voilà. Donc en fait, tout passe par là. C'est vrai que la gestuelle, tout ça, c'est hyper important. Hmm. Je pense avoir été beaucoup plus cartoon au début, Ouais. parce qu'il y avait cette espèce de côté, il débarque, il est complètement, voilà, donc pour entre guillemets accentuer le côté complètement mec en décalage avec l'endroit où il se trouve. Hmm. Alors qu'au fur et à mesure, on n'a jamais oublié l'humour dans la série et on l'oubliera jamais. Hmm. Mais par contre, on savait dès le départ, et on en avait parlé dès le départ aussi au public et aux gens qui nous posaient la question, qu'on allait faire évoluer la série aussi Tout à par fait. rapport à ça. Tout à fait. T'as anticipé, Olivier, une de mes questions. Au début, je me suis amusé à, on va dire, essayer de séquencer un peu les apprentissages, parce que dans le tome 1, il leur apprend les voyelles, dans le tome 2, il leur apprend à faire le feu, après, dans le tome 3, à compter, à chasser, à se laver, après, les pourcentages, le respect, la galanterie, tout ça. Et en fait, effectivement, je me suis dit, Franck, il apprend les choses de la civilisation aux hommes préhistoriques, mais en fait, il apprend aussi à leur contact. Et quand il essaye d'apprendre la galanterie à un homme dans le tome 4, si je me rappelle bien, les femmes préhistoriques lui démontrent qu'elles sont plus fortes que l'homme en question, en fait. Et j'ai l'impression que tu décris une préhistoire qui a mieux progressé, en tout cas que les hommes préhistoriques qu'on voit dans l'histoire, ils ont plus progressé que notre société. Est-ce que c'est un peu le message que tu voulais faire passer? Il y avait au départ une ambition de dire, au tout début de la société, il n'y a pas les codes qui sont installés, et donc tu peux. Mais ça se passe de manière. Là, les scènes que tu décris, c'est des scènes qui existent, qui sont réelles, mais ce que tu n'as peut-être pas vu ou que tu as vu de manière souterraine, et c'est la façon que j'ai de fonctionner, et sur laquelle Brice me suit très bien, c'est que les rôles sont traditionnellement masculins ou féminins, ils sont inversés. En tant que lecteur occidental, tu vas lire Frunk et tu vas dire, bon ok, Gérard c'est le chef, Justine c'est son épouse. Il n'y a pas de chef. Et si tu regardes concrètement, c'est Justine qui prend les décisions. Gérard, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la couture. Tu vois? Et ces trucs-là, en fait, si tu décides de les voir, tu les vois. Je lis juste l'histoire en pensant que c'est la même histoire que tout le monde, tu les vois pas. Euh, Donc en fait, l'ambition, c'était de dire le point de départ de la société n'est pas forcément celui auquel on est arrivé aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont peut-être passées dans un sens ou dans un autre. Au départ, il y avait aussi une idée de se dire, tiens, à la fin de chaque album, on va voir les répercussions des changements apportés par l'histoire de Franck sur le futur. Tu vois, et puis on s'est dit, c'est casse-gueule, on va se faire chier, on va toujours être obligé de trouver un truc qui change, et c'était pas le but. Mais en revanche, l'idée de, tu vois, mettre des poils aux pattes des femmes, faire que les hommes cousent, que les femmes chassent, et que personne ne décide réellement dans la tribu, que c'est toujours une espèce de concertation. Hmm. Ça, je crois vachement dans le fait que tu apprends de manière subconsciente des valeurs.
moi, en tant qu'enfant, je pense que j'ai appris beaucoup de choses en regardant juste des dessins animés ou des films qui m'étaient adressés, tu vois. Donc, aujourd'hui, on n'est pas il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, ou encore moins il y a 100 ans. Donc, on a aussi d'autres façons de raconter les histoires qui sont moins stéréotypées. Si, si. Tu me disais, est-ce que je l'ai vu, est-ce que c'est sous-jacent? Oui, en fait, ce que je me suis dit, moi, en fait, c'est qu'il y avait une vraie inversion des stéréotypes. C'est-à-dire que, notamment sur les scènes d'action, alors attends, je crois que je vais essayer de les afficher. On a à un moment donné dans le tome 5, si je me rappelle bien, une course-poursuite. On voit que c'est Kenza qui prépare tout, qui a réfléchi à tout. Et en même temps, c'est ce que... Et j'ai noté aussi, mais je te parlais de Fantasio tout à l'heure, Brice, alors je sais pas si c'était fait exprès, mais je disais... Il y a comme une inversion de la dynamique héros et sidekick, en fait, quand je les vois dans leur course-poursuite à eux. Finalement, Franck, le héros, je le comparerais plus à un capitaine Haddock avec son sparadrap, là, ou au Fantasio qui se prendrait une grosse bosse pendant que Spirou retomberait sur ses pattes, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Au-delà du fait, même ce que tu disais, hein, Il y c'est-à-dire a- que... Mais en fait, c'est le truc, c'est que Franck, il y a un dialogue que j'aime beaucoup à la fin du tome 5 où il décide, parce que donc il sait pas nager, machin, et où en fait il envoie pouler tout le monde en disant je suis le protagoniste de mon histoire, Ouais. laissez-moi faire mon truc. Et en fait, oui, il devient le protagoniste de son histoire, sauf que au fur et à mesure que la série avance, il y a d'autres protagonistes et il y a d'autres histoires. En fait, Franck, il a un maillon. C'est un maillon d'une chaîne qui va le dépasser lui. Et en fait, c'est ça qu'on a aussi fait par rapport au second cycle, c'est qu'on a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres histoires qui Oui. viennent s'imbriquer avec celle de Franck, qui vont porter Franck. Mais c'est vrai que très vite, en fait, on dépasse simplement juste ce petit gamin qui est coincé à la préhistoire. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on fait vraiment une aventure avec comme point de départ ce gamin qui arrive à la préhistoire. Et après, il y a tout le reste qui se met en place. Et ça passe aussi par les histoires des autres personnages. Et finalement, comme on disait, Franck, lui, débarque. Donc, il y a un moment où il faut qu'il se laisse aussi porter par ceux qui savent comment faire. Hmm. Mais, Et si ouais, pour revenir à ta question sur le sidekick, sur le héros qui est en fait un sidekick, je m'inspire aussi de choses que j'ai aimées. Moi, je suis vraiment culture Spielberg, Amblin et compagnie. Mhm. Et par exemple, il y a un truc qui me fascine beaucoup dans le premier Indiana Jones, c'est que il échoue à tout, Hmm. à tout. C'est le héros de l'histoire, mais si tu regardes concrètement comment c'est écrit son truc, il rate tout. Et il y a même des gens qui ont en théorie que si tu enlèves Indiana Jones de l'histoire, Il il se se passe passe la même exactement chose. la même chose. Tout à Voilà. fait. Mais ce qui est beau, c'est scène par scène. Il rate, il rate, il rate, il rate. Luke Skywalker, pareil. Il se plante, il se plante, il se plante, il se plante. Bah, Frank, il fonctionne pareil en fait. Il n'arrête pas de rater et finalement quand même il réussit parce qu'il est bien entouré. Alors, on a Sandrine qui nous dit salut dans les commentaires. On a Denis tout à l'heure qui disait vous êtes passionnants, les amis, mais ça fait une demi-heure que je dois faire le café. Maintenant, il faut dire des trucs pas intéressants pour qu'on puisse y aller. Mais alors, en fait, j'aime beaucoup la tournure que prend la discussion avec vous parce qu'en fait, j'ai l'impression que chaque question amène la réponse à la question d'après. Alors, j'espère que je vais pas sécher trop vite. c'est ce Euh, qu'on appelle un enchaînement. Ouais, c'est vrai. Ah Il y bah oui. a, il y a autre chose, moi, que j'ai noté chez Franck, pour terminer sur le personnage avant de passer au cycle 2 que tu évoquais tout à l'heure. Euh, j'ai noté que il y avait un sujet sous-jacent à plusieurs aventures, c'était l'alimentation. Franck, il revient du présent, il aime pas les légumes, il aime que les aliments transformés, donc le pizza, burger. Mais quand il doit chasser à la préhistoire, il devient végétarien. Il y a aussi une réflexion plus tard sur le sucre, le fait de manger une barre chocolatée. Il y a quelqu'un qui est prêt à tomber dans les pommes en remangeant une barre chocolatée au bout de 20 ans. Euh, il ira même jusqu'à dire que c'est un poison. C'est quelque chose que tu veux raconter, ça, de notre époque, Olivier? Enfin, que vous vouliez raconter là-dessus, ou c'est... En fait, le truc, Moi c'est je trouve que que... Ah, pardon. Vas-y Brice. Ouais. On en a parlé. Je pense que il suffit simplement de se mettre à la place de Franck. Moi, je me retrouve à la préhistoire. Hum, Ouais, alors j'aime la viande, hein, c'est pas le problème. Mais est-ce que je sais la chasser? Est-ce que je sais correctement couper les morceaux? Est-ce que je sais enlever ce qu'il faut? Donc plutôt que d'essayer de m'empoisonner au moins de petits trucs, bah, je décide de manger au moins ce que je sais
qui est bon, à savoir des fruits et des plantes, quoi. Mhm. Voilà. C'est par nécessité, puis aussi par le fait qu'il est incapable de tuer un animal. Donc, de toute Bien sûr. façon, il est incapable de manger de la viande. Donc, en plus, on est vraiment sur de la conviction. Mais voilà. C'est tout Ouais, je pense que simplement. quand Franck il dit c'était super les steaks, mais maintenant les steaks ils ont des yeux, ils ont une famille, et, ils ont des projets, donc je peux plus. Moi je suis sûr que je suis pareil en fait. Je suis un lâche. Si tu me mets devant une vache, je vais jamais aller découper un steak, hein. Par contre, si tu me mets devant un épi de maïs, y a pas de problème. Mhm. Donc ouais. C'est vrai que c'est un postulat que j'ai déjà fait. Je me suis dit, mais en fait, si tout le monde devait... Alors, sachant que la génération de mes parents, ils ont connu, ils me racontent l'abattage des bêtes, hein, parce ils avaient une vache, et puis bah, les moments de vache maigre, hein, littéralement, il fallait tuer la vache, quoi, voilà, et c'est pas... j'ai l'impression que la génération de mes parents, en tout cas, a voulu sortir de ça, et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde qui mange de la viande, effectivement, si on devait tous abattre nos bêtes. Ouais, c'est super intéressant. Euh, Ou même faire le lien entre ce que tu manges et un animal, hein. Ah, tiens, voilà un animal. Ah, tiens, on a un visiteur. Voilà, c'est le Non, parce qu'il y a, carnivore. il y a, il y a beaucoup de gens enfin, moi j'y vois aussi une forme de critique, enfin, sans rentrer dans des choses trop sérieuses, il y a des critiques de société qui passent par là. Le fait qu'on mange des choses qu'on relie pas à ce que c'est. Enfin, mais ça, c'est valable pour la nourriture, mais c'est valable pour plein de choses. On fait rarement le lien entre la production et ce qu'on a et ce qu'on consomme. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça, toutes mes questions, elles menaient à cette réflexion générale que je voulais vous faire. Je sais que donc là, moi, donc je suis l'auteur d'une série avec une héroïne qu'on voulait badass. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais en ce moment, il y a beaucoup de BD avec des héroïnes qui sortent. Et moi, ce que je cherche, c'est une BD avec un héros masculin déconstruit. Et en fait, j'avais lu que les premiers tomes de Frank, mais arrivé au 5 ou 6, je me suis vraiment fait cette réflexion de me dire, mais en fait, il est là, le héros déconstruit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que il y a ouais, je vois enfin je vois à peu près ce que ça veut dire déconstruit. Ouais. Euh, Au il sens, a tu vois, je pense à Musclor, par exemple, voilà. Où c'est le héros masculin plein de muscles, monolithique, avec une identité secrète, et puis, tu vois, qui est timide comme ça, et puis qu'en fait devient le héros bronzé d'un coup super fort à la Schwarzenegger. Non, mais en fait, encore une fois, moi, c'est des choses, c'est la façon que j'ai moi de réagir au monde, et je pense pas que ce soit vraiment, c'est pas du wokisme, Non, c'est non. juste naturellement, je pense que autant Brice que moi, en tout cas, c'est ce genre de héros-là qu'on aime. C'est pas les mecs si tu veux, récemment, il y a un, un auteur de BD qui m'a proposé de faire une BD, de coécrire avec lui une histoire de héros qui vont sauver des gens. Et les mecs, c'est les plus forts du monde. Et j'étais là, je lui dis, mais du coup, c'est quoi pardon, mais où est l'intérêt? Hmm. Et la plupart du temps aujourd'hui, merci le cinéma, merci Marvel, merci, tu vois, merci tous ces gens super musclés maintenant. Pour être acteur, il faut juste faire de la musculation. Euh, Bah, t'as l'impression que que les héros ils doivent être les plus forts du monde pour être des héros. Moi, quand j'étais en seconde, quand tu sais qu'en France, quand tu passes de la troisième à la seconde, tu passes de faire des rédactions à faire des dissertations. Et la première dissertation que j'ai faite, la question c'était, il fallait répondre à la question, un héros peut-il être médiocre? Et j'avais fait une dissertation sur laquelle j'avais eu 19, tout le monde avait eu 4 à leur première dissertation de leur vie. Moi j'ai eu 19 parce que je comprenais à fond ce que ça veut dire héros médiocre, tu vois. Je pense que les meilleurs héros sont médiocres. Ils sont pas ce qu'on attend d'eux. Ils Hmm. réussissent par des moyens détournés. Et oui, le héros, tu vois, en plus, ce truc de héros masculin déconstruit, tout ça, c'est plus que ça dans Funk. C'est-à-dire que si tu regardes la galerie de héros qu'on a, ils ont pas la bonne couleur de peau, ils sont handicapés, ils sont vieux, c'est pas des hommes, tu vois. Un truc où tu.
une espèce de spectre qui est tombé, mais naturellement. Tu vois, là, on affiche Francisco. Francisco, c'est un nain. Il y a un arrêt sur image à un moment sur. Elle découvre qu'il est nain, elle fait pas de commentaires, et c'est tout. Et ce truc-là, c'est tombé pas parce qu'on voulait faire un casting Benetton, c'est parce que justement, c'est des héros plus intéressants que ceux qu'on voit partout. Si c'est pour faire la même histoire que tout le monde et la raconter de la même façon que tout le monde, c'est pas la peine. Ça rejoint ce que vous disiez depuis tout à l'heure, en fait, le côté identification. C'est-à-dire que Frank, c'est un personnage auquel on s'identifie. On peut tous s'imaginer comment on se sentirait dans la jungle préhistorique si on se retrouvait projeté du jour au lendemain. Là où, quelque part, le rapport du héros monolithique, super fort, là, ce serait plus une aspiration pour devenir comme lui. Mais en fait, Frank, on est déjà comme lui. Et puis il y a un truc aussi avec un héros qui part de très loin aussi, c'est que quand il réussit à faire quelque chose, ben, l'acte est plus héroïque, l'acte est plus courageux, ben, tout est mieux. S'il est très fort, qu'il est capable de tout dès le début, ben, en fait les enjeux sont pas sont pas aussi importants en fait. Comment les, je trouve plus la phrase, mais si le péril est plus grand, la gloire est plus grande aussi. Tout à fait. Et Je avec vais, un héros qui a rien pour lui pour réussir forcément ce qu'il doit affronter, et Il a ben, en d'autant fait, plus de mérite. il a d'autant plus de mérite. je, je vais Il y a encore faire, Sandrine, je vais encore. Brice, il y a Sandrine qui dit en commentaire, pour moi, c'est la différence entre un super-héros et un héros. Tout à fait, c'est exactement. Le super-héros, il a rien à prouver. Le super-héros, il est là, il arrive avec ses pouvoirs. Enfin, après, aujourd'hui, les frontières sont plus minces, mais en vrai, le point de départ du super-héros, c'est que c'est un super-héros. Voilà. C'est-à-dire que c'est en Bah, plus, c'est plus qu'un héros. de C'est-à-dire toute qu'il façon, arrive déjà, il se positionne. si vous êtes un petit peu attentif aux super-héros, en tout cas les super-héros occidentales à l'américaine, le seul épisode intéressant, c'est le premier. C'est le moment où où il passe son épisode à découvrir des pouvoirs. Ensuite, il est invulnérable, il se bat contre des gens invulnérables et t'en as plus rien à foutre. Ben, j'étais en train de me faire la réflexion même un peu au-dessus de ça, parce que Iron Man, il se fabrique sa première armure, et puis après, il faut qu'il en ait une plus forte, parce qu'après, il y a encore un plus fort, et ainsi de suite. Et en fait, quelque part, le super-héroïsme, c'est un peu le capitalisme de l'héroïsme, en fait. C'est toujours avoir de plus en plus de possibilités, et ça donne un écueil, là, on le voit dans le Marvel Cinematic Universe, où maintenant, tous les... Enfin, là, on est arrivé à un moment dans la série animée, là, je sais plus comment ça s'appelle, le What If, où en fait tous les super-héros ont acquis tous les super-pouvoirs de tous. Et il y en a une qui prend les pierres d'infinité, plus la hache de Thor, le marteau de Thor, plus le casque de Hela, plus le machin. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est continuer à devenir super-héroïque au point d'avoir les super-pouvoirs de tout le monde à la fin, quoi. Ça ne peut être que cet aboutissement-là. Moi, pour finir sur cette histoire de héros, euh, en fait, que le personnage principal soit un héros, ça m'intéresse pas. En vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le voyage qu'il fait pour se dépasser. Ouais. Et plus le voyage est long, et plus c'est intéressant parce que bah, tu prends encore plus le temps de vivre avec lui ses victoires et ses défaites, donc de t'attacher à lui, donc de t'identifier. Donc voilà. Et je pense que ce qui fait pour moi une histoire qui marche, c'est quand tu arrives à, déjà toi en tant que faiseur de cette histoire, à te la faire ressentir à toi-même, parce que enfin voilà, la première personne qui doit être touchée quand on fait une BD, je pense que c'est soi-même. Si je pense qu'on arrive à, entre guillemets, se convaincre que ouais, on a réussi à faire passer le message qu'on voulait, et derrière, ben, on espère que ça suivra, mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est je préfère qu'un héros galère pendant 25 tomes plutôt que le mec, comme tu dis, à l'épisode 1, il découvre ses pouvoirs et puis après, bon, bah voilà, c'est fait quoi. Hmm. Alors je change un petit peu de sujet. Là, il y a les premières pages, on voit les premières pages du tome 6. Il y a également le même principe au début du tome 7, avec une histoire qui démarre à une autre époque, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça, avec Ouais. un avion. J'ai trouvé ça
assez culotté. Surtout, et ça m'a semblé assez inhabituel par rapport à ce que je connais de la BD, justement, avec le fameux statu quo du début. Je sais pas, je prends souvent l'exemple de Spirou parce que je le connais bien, mais Spirou et Fantasio vont à Champignac, vont voir comment dire, leur ami à Champignac. Il y a là, je me suis dit, on est presque, enfin, j'ai compté, il y a une vingtaine de pages, 25 pages qui démarrent à un autre moment. On est un peu décontenancé au début. On se demande bien, euh, enfin, c'est une manière d'introduire pour vous des nouveaux personnages. Et pour moi, c'est pas sans rappeler certaines séries américaines, par exemple, au niveau de l'héritage scénaristique enfin, j'ai deux questions. C'est, est-ce que vous vous revendiquez d'un héritage comme ça? Est-ce que c'est l'inspiration de grandes séries, par exemple? Et surtout, mon autre question, c'est, est-ce que vous avez pu décontenancer les lecteurs? Est-ce que vous avez parfois eu des retours comme ça de dire, oh la vache, par exemple, en prépublication dans Spirou, je suppose qu'au début, on se demande bien où est Franck quand même. Sur l'inspiration, je dirais que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu veux faire vivre des personnages, il faut prendre un peu de temps avec eux. Et ouais, c'est vrai que sur le tome 6, on a pris le risque de faire la moitié du tome avec des personnages qu'on n'avait jamais rencontrés avant, à une époque dont on n'a jamais parlé. Il n'y a Ouais. absolument rien qui préparait qu'on arrive. Après, une fois qu'on a fait ça sur le tome 6, on a pu le refaire sur le tome 7 et sur le tome 8, sans que les gens, en se disant, c'est devenu une mécanique. Mais le risque de perdre le lecteur, ben moi je le considère pas comme réel. Je pense que si on raconte une histoire, même avec des personnages qu'on n'a jamais rencontrés, si l'histoire elle est bien et les personnages attachants, tu vas rentrer dedans et puis tu attendras de voir. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les séries télé modernes, tu peux avoir, c'est presque maintenant presque devenu une obligation. T'es au troisième ou quatrième épisode et soudain t'as un épisode qui a rien à voir avec l'histoire qu'on te raconte. Tu peut être entièrement hors sujet, qui va raccrocher sur la dernière minute avec et ça fonctionne hyper bien et c'est souvent l'épisode préféré des gens. Oui, oui, ça a été le Donc cas dans... mince, je vais pas réussir à retrouver la The série. Last of Us. Voilà, The Last of Us, merci. Ouais, il y avait ça aussi dans Lost. Mhm. Il y en a pas mal en fait qui font ça maintenant. Il y en a où ils changent effectivement complètement d'époque, ne serait-ce que pendant un moment, tu vois. Mhm. Où t'as tu sais, des gens qui jouent sur c'est un truc qui se passe de nos jours et d'un seul coup tu découvres ce qui s'est passé au même endroit à la préhistoire. Et parce que ça fait sens. Mhm. À nous, en fait, quand on a pensé à faire ça, on n'a pas hésité une seconde. Il y avait un petit peu notre éditeur qui avait des petits frissons en disant, mais parce que moi, j'avance quand j'écris le scénario, j'avance par bloc de 6 à 12 pages maximum, tu vois. Et donc, ça avançait petit à petit et l'éditeur, il disait, mais quand est-ce qu'on revient sur Franck, là? Quand est-ce qu'on revient sur Franck? Et en fait, à la fin, c'était, bah, tu vois, voilà, on a fait la moitié de l'album sans lui. Et mais je crois vraiment que ça fait un petit frisson d'horreur à un éditeur parce qu'il l'a jamais fait, mais Oui, qu'il est hyper fier de l'avoir fait au final. d'accord. Oui, parce que là, on a rien que dans les commentaires, on a Seth qui dit une vraie claque ce tome 6. On se demande mais où est Franck? Et puis Akakeke qui dit ce sont souvent mes passages préférés. Et oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, tu parlais de la réaction de ton éditeur, mais c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que par rapport au médium BD, j'ai pas, enfin autant je vois pas forcément, même sans parler d'influence, mais des choses que j'ai déjà vues dans les séries américaines que j'ai rarement vues en bande dessinée, spécialement en BD jeunesse justement, où on aurait plutôt tendance à j'imagine à penser qu'il faut que les lecteurs aient leurs repères, tu vois, pas les perdre. Là, finalement, c'est Mais vous on est balancez de l'arc resté. narratif. En fait, le truc, c'est qu'on est resté d'équerre, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dès le départ, on avait pensé la série comme ça. Mm. Je pense que si on avait dû faire les péripéties d'un jeune garçon à la préhistoire, par quoi il va se faire poursuivre, quel va être le danger du tome, par quel animal préhistorique il va se faire pourchasser,
Mm. On aurait fait 4-5 tomes et on aurait fini. Ouais. C'était, voilà, on aurait fait le tour au bout d'un moment, ou alors on l'aurait envoyé au Moyen-Âge, et puis là, on aurait fait aller les péripéties de machin, de trucs. Et en fait, dès le départ, alors, on va être tout à fait honnête, le cycle 2, on l'a construit en cours aussi, parce qu'on a eu des idées, on a fait des rapprochements en se disant, tiens, mais si on faisait comme ça. Le seul truc, c'est que le seul point de départ qu'on avait, c'était que eux devaient d'un seul coup, ils avaient plus la grotte, ils avaient plus machin, ils allaient devoir partir, trouver un endroit et où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est là qu'on a beaucoup discuté. Et c'est là qu'est arrivé aussi le fait que Franck est arrivé. Il n'est peut-être pas le seul à être arrivé en fait. Et c'est là où on a commencé à partir un petit peu dans les trucs et où on s'est dit, c'est le moment. On va faire ces espèces de flashback forward, je les ai appelés parce que finalement, ce sont des Oui, ça s'est passé, ça se passe toujours dans le passé par rapport à mais, l'histoire mais ça se principale, dans le passe dans passé des gens, mais l'avenir, ça se passe dans le futur. dans le passé des Voilà, personnages et exactement. dans l'avenir de la Voilà, temporalité. Ouais. de la temporalité. Hmm. Et en fait, dès le départ, c'est là où on s'est dit que plus qu'une série jeunesse, on voulait faire une série tout public. C'est-à-dire que avec cette série, on voulait que, déjà, voilà, tu te souviens des dessins animés qu'on regardait quand on était gosse, on nous prenait pas pour des billes. Hmm. C'est-à-dire il y avait de la complexité dans l'histoire, c'est pas grave, on s'en sortait, on savait comprendre. Donc en fait, on s'est dit, c'est pas grave si on amène un peu de complexité. Il y a peut-être des gamins qui vont pas comprendre, hein, ça, voilà. Mais en général, je pense qu'ils vont comprendre. Et en plus, on va leur amener quelque chose qu'ils n'ont jamais lu. C'est exactement ce que tu disais. Il a fallu qu'on trouve aussi un axe qui n'avait pas été fait dans une BD tout public. Et nous, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on voulait aussi tenir les parents en haleine, si on y arrivait. Hmm. Voilà, la grosse référence aussi, c'est Retour vers le futur. Retour vers le futur, tu as ce passage entre les époques avec les trucs qui se font écho. Et Franck, je pense que Jurassic Park et Retour vers le futur, c'est quand même les grosses influences majeures de la série. Et donc, on s'est dit, si la manière qu'on a de construire notre aventure et d'avoir notre héros qui évolue pour arriver là où on veut le faire aller, on va pas, ne nous privons pas et espérons que l'éditeur va nous suivre. Surtout, c'est surtout ça. Mais on a du bol, c'est qu'on a Benoît qui est assez ouvert d'esprit et surtout qui se J'ai- dit mais comment ils vont rebondir. J'allais vous le dire parce que justement dans ce fameux top 6, il y a une allusion à un certain expert, Benoît Fripia, qui aurait établi que les peintures rupestres étaient une contrefaçon. Donc vous voulez rajouter quelque chose sur Benoît, sur quel rôle il joue sur Franck? Pour l'anecdote, Benoît, sur le tome 1, il a dit ce serait quand même marrant que le premier mot qu'il dise c'est merde. Bon, ok, si c'est l'éditeur qui me dit, on va le faire. En fait, Benoît, Ouais, et il a sous... comme je t'ai dit, hein, c'est aussi quelqu'un. Alors, Benoît Fripia, pour l'historique, c'est le gars qui a été les Nombriles, énorme succès dont personne ne voulait. C'est le gars qui a eu l'idée de demander à Delaf de reprendre Gaston. Hum, C'est le gars qui fait Luca. Il a fait beaucoup de succès improbables parce qu'il voit, il sent il sait ce que le public va aimer et il le sent chez les auteurs. Et donc quand c'est le sixième éditeur que tu contactes et que c'est le seul à comprendre l'histoire, moi il m'est arrivé d'avoir des tas de projets que j'ai pas menés à bien après un ou deux refus, mais celui-là, je sentais que c'était bien. hum, Et lui, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement il le voit, mais en plus, en lisant, il te dirige subtilement. C'est-à-dire que si tu décides de l'écouter, il va dire ah, mais pourquoi ça? Et si tu es genre, tu sais, un auteur arrogant qui en a rien à foutre de la vie des autres, tu vas dire bah, parce que c'est comme ça. Et puis sinon, tu vas dire attends, s'il me pose la question, c'est qu'il y a un pépin. Tu vois. Et puis tu discutes un petit peu, et hum. puis tu améliores ton histoire grâce à lui. Mais il est jamais là à te dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Il te pose les bonnes questions. Il te dit ah je croyais que ou j'aurais imaginé ou tu vois j'ai pas compris pourquoi. Et il suffit de l'écouter et ton histoire elle est meilleure. Et lui il a à cœur de défendre les auteurs, y compris financièrement. Il Hmm. paye les pages d'essai, il paye très correctement les planches. Quand on l'appelle en lui disant on va avoir besoin de 8 planches en plus pour finir l'histoire, il dit ok, tu vois, il réfléchit pas, il sait où en est l'histoire, il a vu le truc, il sait que c'est nécessaire, il va pas te dire non, on avait dit 54 pages, il dit ok, 62, pas de problème. Quand je l'appelle au milieu du tome 2 en disant au départ,
Le premier cycle, c'était 3 tomes. Au milieu du tome 2, je lui dis ouais, je pense qu'on a besoin d'un tome de plus. Il a dit ouais, t'as raison. Tu vois, je sais, on parle beaucoup à des auteurs qui sont au contraire hyper bridés par leurs éditeurs, qui ont dit maintenant tu te tiens au terme du contrat, et puis finalement ce sera pas 3 tomes, ce sera 2. Pour une anecdote, actuellement je fais une autre série jeunesse avec lui qui s'appelle Le métier le plus dangereux du monde, et on s'est complètement banané au départ. On a sorti 2 tomes qui n'ont pas intéressé les enfants, et on a pu détecter que c'était pas le contenu puisqu'on en a vendu tellement peu que juste les tomes sont pas appétissants vu de l'extérieur. Et au lieu de sortir le 3e comme il était prévu, j'ai appelé Benoît et je lui ai dit écoute, j'aimerais qu'on réfléchisse à pourquoi on s'est planté. Parce que là, en fait, ça va s'arrêter, la série va s'arrêter, c'est certain. Et je lui ai dit, moi, j'étais en dédicace, j'ai vu un gamin qui a choisi Frunk. Il avait en face de lui Frunk et le métier le plus dangereux du monde. Sans les avoir ouverts, il a dit, celui-là, je préfère. Je lui ai dit, mais pourquoi tu préfères? Il m'a dit, ben regarde, je vois bien, il se passe plus de trucs. La couverture, elle est ratée sur le métier le plus dangereux du monde. J'en parle à Benoît et je lui dis, est-ce que tu crois que ce serait possible de changer la couverture, de changer le logo? Sur les albums qui sont déjà parus, on va mettre une jaquette pour recouvrir la couverture actuelle, faire un truc qui est plus sexy pour les enfants. Et ben tu sais quoi, il a dit oui. Et voilà, un éditeur comme ça, t'as pas envie qu'il parte à la retraite, t'as envie de travailler avec lui jusqu'à sa mort. Johan, tu voulais dire quelque chose sur Benoît? Ben, Olivier a dit que Benoît posait des questions subtiles et il poussait pas, mais en fait, je me rappelle quand même d'un moment où, dans les réflexions qu'avaient Olivier et Brice, Benoît a dit, mais allez-y, hein, poussez les curseurs, allez-y les gars, hein, proposez des trucs et en fait, à inciter Olivier et Brice à aller aller au bout de leurs idées, quoi, vraiment, et puis d'y aller, quoi. Et pourquoi est-ce que Benoît est... Enfin, pourquoi? Il y a plein de raisons, sûrement, mais c'est un vrai lecteur de BD, en fait. Et ce qu'il suggère, ou ce qu'il... je pense que c'est ce qu'il aimerait lire, c'est ce qu'il aimerait voir, c'est ce qui lui plaît, enfin, en tant que lecteur de BD. Donc, au final... enfin, c'est un passionné, donc C'est ça. c'est toujours intéressant de bosser avec des passionnés. Euh, il est même allé, il est même déjà allé une fois jusqu'à nous faire une proposition de couverture. Mais il s'est pas dessiné, mais il C'est nous vrai envoie le qu'il avait truc. fait ça. Il avait fait un petit truc gribouillé. Ah les gars, je verrais ça comme ça et tout. Et puis Brice, ah ouais, c'est pas con et tout. Donc c'est vraiment, on voit pas ça chez beaucoup d'éditeurs en fait. Et là, je vois dans les commentaires Denis qui demande si Benoît est aussi bien avec le coloriste. Eh bien, oui, oui. Benoît est très bien. J'ai pas à me plaindre de Benoît du tout, du tout, du tout. Après, depuis le début sur Franck, il y a eu, on a eu tout un tas de trucs parce que je voulais être auteur au début et puis enfin bon, ça s'est pas fait comme prévu. Et vu que je suis coloriste et donc pas auteur au sens juridique du terme chez Dupuis, j'ai toujours un rapport qui est un peu qui est pas le même que Brice et Olivier ont avec lui. Mais sinon, oui, j'ai pas de ça se passe très bien avec lui. Oui, il y a Kakeke qui dit ça a l'air d'être un très bon éditeur. Denis qui nous dit en plus il est sympa. Pouh, voilà. Alors Denis nous dit qu'on aimerait voir le dessin de Benoît. Alors il n'est pas trop on l'a pas avec nous aujourd'hui. Je suis essayer de retrouver ça à l'occasion. Non, mais en plus, il y a rien, il y a pas grand-chose à voir. Enfin, je veux dire, il y a Ouais, un rond et un j'aime. rectangle, quoi. Enfin, Ouais, mais le mais minimalisme, ça ça marche. suffisait à transmettre l'idée d'une proposition. il est C'est vrai. investi, quoi, voilà. Ouais. Ah oui. Maintenant, je comprends un peu mieux et justement, moi, je me posais une question au fur et à mesure de la lecture, hein, parce que là, donc, je les ai lus tous d'affilée. Et je me disais, il y a pas mal de genres, justement, pour reprendre les séries. À un moment, il y a la survie, le fait de refonder une société, le fait d'avoir des armes dans le tome 6, un avion détourné. Je me disais, il y a des enjeux qui auraient rien à envier à Lost. Donc, tu as cité Lost tout à l'heure, Walking
Walking Dead, parfois des situations de danger très contemporaines. Est-ce que Franck, ça aurait pu être un projet adulte au sens pour un public plus âgé, voire même, je me suis fait une autre réflexion en ayant lu ce tome 9, qui est la fin du deuxième cycle, hein, donc pour ceux qui n'auraient pas encore lu jusque-là. Donc là, vous arrivez à la fin la fin du second cycle avec la sortie du tome, qui est sorti vendredi, hein, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et je m'étais même demandé, est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas en train de changer un peu de braquet par rapport au public que vous visez? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, quand vous pensez à votre lectorat, vous pensez à un lectorat qui prend de l'âge également et de la maturité, comme Franck? Moi, je peux te dire qu'avec Brice et avec Benoît, on en a parlé pratiquement le premier jour. Bon, l'exemple que je leur ai donné, et on était tous d'accord pour partir là-dessus, c'est Harry Potter. Harry Potter, ça commence comme une boîte à jouets, tu vois, un bonbon sucré. Quand tu lis les livres, et plus tu avances, et plus c'est pas du tout destiné à un public de 10-11 ans, et pourtant le public de 10-11 ans, il les dévore quand même. Donc on s'est dit on va progresser avec le héros, ce que disait Brice tout à l'heure sur même la gestuelle de Franck qui change. Effectivement, si tu prends le premier et le dernier tome actuel, c'est pas du tout le même personnage en fait, alors que c'est le même personnage. Donc les histoires elles changent aussi, les soucis changent aussi, et je te raconte pas ce qui va se passer dans le troisième cycle. En fait, on s'imagine un peu. Hein. Vas-y. Pour te donner une anecdote, Greg, il n'y a pas longtemps en dédicace, il y a un mec qui est venu me voir qui dit ah ouais, le tome 9, putain, j'ai tellement hâte qu'il sorte, je vous lis depuis que je suis gamin. Et en fait, je le regarde, mais le mec, il avait 19 ans. Sauf qu'en fait, à la sortie du tome 1, il avait 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, alors, ne serait-ce que lui, il a été l'exemple pur de ce que je voulais depuis le début, c'est-à-dire qu'on l'a capté depuis qu'il est gosse, depuis qu'il a l'âge du héros au début du tome 1. Et on l'a toujours au tome 9. Et tu sais, il y a aussi un autre truc qu'on a constaté, parce qu'on nous l'a dit et redit, c'est que c'est une lecture familiale. Et c'est pas une lecture familiale juste parce que les parents doivent lire des histoires à leurs enfants, c'est une lecture familiale parce que les parents, ils veulent le lire, cet album. Et cette série. Et donc, tu te dis, c'est peut-être aussi grâce à ça, c'est parce que ça s'adresse à tous les publics. Il y a vraiment cette appellation tout public à laquelle Dupuis tient. Et pour une raison, alors là, honnêtement, je vais te dire, c'est un tour de magie miraculeux. Je sais pas comment ça a marché, je sais pas pourquoi ça a marché à ce point-là, c'était notre ambition, mais parfois il y a un truc magique qui fait que tout s'aligne correctement, tu vois. On est un trio d'auteurs en accord complet, tu vois. Je me rappelle quand on faisait le tome 4, quand j'ai écrit la fin du tome 4, j'étais en larmes, quand Brice l'a dessiné, il était en larmes, et quand Johan l'a colorisé, il était en larmes aussi, tu vois, il y avait une sincérité totale. Et ensuite, qu'est-ce que les lecteurs nous ont renvoyé? C'est, ouais, j'ai jamais été aussi ému en lisant une BD, tu vois. Enfin, certains d'entre eux. Et si on avait fait que des déclinaisons du tome 1, on n'en serait pas là aujourd'hui en fait. On n'aurait pas le même lectorat, on n'aurait pas des gens qui attendent la sortie, qui nous ont relancé pendant. Là, la dernière année, c'était chaud. Hein. On en avait toutes les semaines des messages de gens qui disent mais vous allez sortir ou pas parce qu'on avait un rythme de parution assez élevé. Et là, on a mis 2 ans entre le 8 et 9. Et donc, je pense qu'au final, ce truc de faire évoluer, c'est aussi parce qu'on est des adultes. On écrit, tu vois, on écrit pour nous aussi. Mais ça nous est paru naturel tu vois, quand tu fais un feuilleton, pas dans Lucky Luke, tu repars pas à zéro à chaque fois. Tu es obligé d'avancer. Et alerte spoiler, la série animée de Frank, ça va pas du tout être ça. Ils ont prévu de faire, genre la première saison, c'est 26 épisodes de 20 minutes. Enfin, tu sais quoi, ça va toujours être le même épisode. J'adore cette émission, vous aurez anticipé 100% de mes questions, mais c'est pas grave, je continuerai de les poser quand même. En commentaire, on a Sandrine qui dit « Je confirme en tant que libraire », donc Sandrine est libraire, que ce n'est pas genré non plus, ils font partie des rares séries attendues par tous, c'est pas genré et c'est pas limité, elle veut dire qu'en plus c'est pas limité
à un âge, aux jeunesses. Il y a des adultes et des enfants, c'est souvent une lecture familiale. Et un peu plus tôt, elle parlait justement de la cadence. Elle disait, est-ce qu'on en parle de la cadence des sorties des albums de Franck? Alors, elle pose juste la question comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle sous-entend. Est-ce que Sandrine, tu as trouvé que c'était trop long d'attendre 2 ans entre le 8 et le 9? Non, non, Parce que là, vous en me fait, disiez 2015, 17. Alors, 2017, 2024, on est à plus d'un album par an alors? ouais, alors, petit tricks comme ça. En fait, le tome 1 est sorti en mars 2017. Ouais. euh, et on a sorti les 4 premiers tomes en En 1 2 ans. an et quelques. Non, Ah non, non, en ouais. 1 an et quelques. Ah la vache. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis la même année, et le tome 3 et le tome 4 sont sortis l'année d'après. Tout le monde a dit, mais c'est pas possible, vous ne dormez pas, vous ne mangez pas, vous faites rien, vous êtes des princesses, vous êtes des esclaves, vous êtes tout à la fois. Non, le petit piège, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé en 2015, donc gnark gnark, quand le tome 1 est sorti, moi j'étais déjà en train de travailler sur le troisième. On avait un peu d'avance, sauf que, voilà, petite technique dessus. Sauf que, Oui, pour ceux qui bah, connaissent pas, ça s'appelle faire du frigo hein, dans le jargon éditorial, hein, c'est ça? voilà, C'est exactement. terminer un tome et le mettre au frigo en attendant d'en terminer, En voir attendant. peut-être un autre et voir un troisième pour qu'il sorte rapproché en librairie. Exactement, c'était l'idée, c'est parce que comme on savait qu'on voulait sortir le premier cycle rapidement pour qu'il n'y ait pas d'attente, voilà, pour créer tout ça, sauf qu'à un moment, on se fait aussi rattraper par ses limites physiques. Que ce soit Olivier ou moi, il y a eu le moment, bah forcément, le premier cycle était bouclé déjà dès le départ. On a rajouté un tome, mais on savait où on allait. Le cycle 2, on avait les grandes lignes, mais on a tâtonné. On a beaucoup tâtonné. Il y a d'autres choses qui sont mises en place. On a dû faire un Spirou. On a du premier mot qu'a écrit Olivier jusqu'à la dernière touche de couleur qui a été mise sur l'album, fait en 3 mois et demi. Olivier a signé d'autres séries. Moi, j'ai eu Goldorak, j'ai eu d'autres projets en même temps. Donc, forcément, en fait, plus la série a avancé et ben, on a perdu un peu ce rythme-là. Hmm. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le second cycle devait faire 4 tomes, donc devait se terminer au 8. Mais on était en train de faire le 8 et on s'est aperçu avec Olivier qu'on avait beaucoup trop de choses à dire et on s'est dit, en fait, en plein milieu, on a dit non, mais attends, il faut qu'on ait une discussion avec Olivier. On a dit, Olivier, on peut pas finir au 8, on a trop de choses à dire, on est obligé de faire un tome de plus. Oui, c'est les gars, pas de problème. Mais donc, faut tout remettre en place. Olivier, il l'a dit tout à l'heure, il est écrit par paquet de 5 ou 6 pages. C'est quelqu'un qui travaille, qui cisèle vraiment son travail, qui va écrire un truc, qui va revenir en arrière en disant non, ça va pas, et qui, du coup, qui va travailler dessus. Donc, il a besoin de temps. Et donc, forcément, bah, il a fallu le temps que ça, le temps qu'on soit, encore une fois, le temps qu'on soit content. On avait sorti ça pour Goldorak, je me rappelle. Pour que c'est pareil. C'est vrai que là, on a mis 2 ans à sortir le tome 9, mais on a voulu sortir le tome 9 le plus parfait qu'on voulait. Hmm. Donc voilà, pour qu'on n'ait rien à regretter, pour qu'on ait pu tout dire, pour que chaque scène, tu vois, là, la scène que tu es en train de montrer à l'écran, alors j'ai peut-être un peu de décalage, mais tu montres une scène qui est hyper importante dans le set. Je me rappelle de cette scène-là, où en fait Olivier s'est dit, mais je sais pas si je vais l'intégrer parce que il y a quand même voilà, cette page-là. Il y a quand même des concepts une discussion un peu philosophique entre deux personnages. Je sais pas si c'est intéressant. Je dis si, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues, moi, que tu as écrite depuis le début. On doit la mettre. Et s'il faut qu'on passe du temps pour la faire, pour l'intégrer, on va le faire. Donc, tu vois, le truc, c'est de jamais se refuser, en fait, de dire non, il faut l'inclure. Hmm. Il faut y aller à fond. Mais ça inclut aussi pour que le degré d'émotion soit bien réglé, que ce soit en scénario ou en dessin, bah, ça passe forcément par du temps. Et en fait, là où je pense que sur le premier cycle qui présentait la série, avec beaucoup d'action, énormément d'énergie, on avait en fait instinctivement ce rythme de travail qui était assez intense. Et avec le processus de réflexion qui vient plus en amont, avec toutes ces d'histoires qui s'entremêlent, qui nécessitent pour le coup plus de réflexion pour arriver à faire comprendre, à faire des références, parce que c'est une série, il faut vraiment regarder tous les détails. C'est-à-dire que un truc anodin que tu vas avoir, par exemple, sur un tome, aura une explication claire et nette 3 ou 4 tomes après. Hmm. En fait, c'est tout le travail qui implique de devoir répondre à tout ça qui nécessite forcément plus de temps.
Et puis encore une fois, l'énergie de la jeunesse, bon, bah, on est en 2024, c'est en 2017. Moi, j'ai moins d'énergie aujourd'hui. Et surtout, je préfère passer beaucoup plus de temps pour être encore plus pointu au niveau du dessin. Hmm. Il y a, j'ai tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, notamment sur le fait, là, Vas-y, hein. vous avez communiqué sur... Rebondis, rebondis. euh, je suis complètement taillé pour ça. vous, 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 vous avez communiqué sur le fait que c'était une fin de cycle et sur la boucle, la boucle temporelle. C'est dans le tome 5 que Franck rencontre quelqu'un qui lui ressemble. Euh, Ouais. Tout à fait. Il rencontre lui-même plus âgé, ouais. voilà, j'essaye de retrouver la page en question, il me semble que je l'ai mise. Voilà. Et là, ouais. Là, ce tome-là, il annonce la couleur, et plus j'ai avancé dans le cycle jusqu'au tome 9, là, plus je me suis dit, bah tiens, on n'en est pas encore là. Donc là, ma question, c'est, j'ai deux questions. Je pense savoir, même si encore, je trouve que c'est très bien fait et qu'on le ressent pas, je pense savoir que le cycle 2 a rajouté des interconnexions avec le cycle 1, mais que ça a été écrit ensuite. Et ma deuxième question, c'est le cycle 3, je suppose, quand je vois ça, il a été pensé en même temps que le cycle 2, ou bien les trois cycles étaient déjà pensés ensemble? Comment ça s'est passé, Olivier? Non, en fait, il y a un truc, tout est super balisé, en fait, on va dire, mais avec un très large champ laissé à la possibilité de la surprise. Et quand je dis ça, c'est que parfois, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'un élément à un moment. Je me dis, ça, je vais le mettre là, et il me resservira. Mhm. Je sais pas quand, mais si mon intuition me dit, tu vois, que j'ai besoin de mettre ce truc qui ne sert à rien, ou cette ellipse. Pourquoi est-ce que je mets cette ellipse? Par exemple, dans le tome 1, il y a un moment, il y a une ellipse entre deux pages. Il y a Mhm. Franck qui se casse la gueule. Et ensuite, tu vois les conséquences de. Mais tu vois pas la chute elle-même. Ah, mais alors j'ai trouvé ça génial. Et justement, c'est marrant parce que dans mes premières questions, et je voulais pas poser exprès parce que j'ai eu ma réponse un peu plus tard, effectivement, il y avait ce côté, les ellipses. Bah, la toute première question, c'était en relisant le tome 1, ça m'avait frappé dans la narration. Il y avait des ellipses très importantes et très inhabituelles d'une page à une autre, presque comme si, tu sais, j'ai eu ce réflexe de me dire, attends, est-ce qu'il y a deux pages qui adhèrent ensemble, qui sont collées, tu vois? Et non, en fait, non, il y avait bien une ellipse importante, j'ai mis ça dans un côté comique, en fait, comique de situation où on ne montre pas. Et pour moi, ça allait de pair avec une autre forme de narration dès le tome 1, c'était le hors-champ. Il y avait plusieurs scènes dans lesquelles, et je l'avais dit à l'époque à Brice, il y avait plusieurs scènes dans lesquelles on voit juste l'expression de Franck, et ça arrive encore au cours des albums, où on voit pas la chute, on voit pas la mort, on voit l'émotion, et c'était un peu l'objet de ma question tout à l'heure aussi sur les émotions. Est-ce qu'on se repose sur les émotions des personnages dessinés par Brice? Et là, je découvre que cette ellipse, en fait, avait du sens dans le tome 9, hein, c'est ça? Ou dans le tome 8, je sais C'est plus. ça, dans le tome 8, ouais. Ouais, Oui, Ouais. en fait, alors cette ellipse en particulier, voilà, ici. j'ai su que j'allais la meubler. Je savais qu'il allait se passer des choses dedans dès que je l'ai écrite. Mais je savais aussi qu'elle était très efficace en tant que telle, que même si on arrêtait la série au tome 4, euh, personne ne se demanderait ce qui s'est passé, tu vois, en tournant la page. Ouais. Ça, c'est un double truc. Mais il y a des choses, par contre, sur lesquelles je me suis surpris moi-même à me dire, tiens, ça pourrait servir plus tard, ou ça, c'est intéressant parce que, et tout ça. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que on avait prévu qu'il y aurait une, euh, une mission de sauvetage, des gens qui trouvent le téléphone de Frank, qui découvrent il y a effectivement un gamin qui a été téléporté dans la préhistoire, qui vont faire une mission de sauvetage. Je ne savais pas qui seraient ces personnes-là. Je savais qu'il allait avoir un avion avec des survivants, donc d'autres gens qui ont traversé la faille temporelle, mais j'ai mis beaucoup de temps, et je crois que c'est au cours du tome 5 ou 6 que j'ai envoyé un message à tout le monde en disant putain, je sais en fait à quelle époque on est. J'avais pas pensé avant, mais pourtant, tous les signes y étaient.
pourquoi j'ai mis des tas de trucs et ce qui fait, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'avais besoin de le faire et parce qu'il y avait mon inconscient qui me faisait monter petit à petit la bulle de, en fait, ça se passe à ce moment très précis de l'histoire, tu vois, et ça ne vient pas de nulle part. Il y a personne qui va se dire putain, je me suis senti arnaqué parce que ce machin-là, il vient de nulle part. Tous les signes sont là et ils sont là pourquoi? Parce que mon inconscient m'a dit mets-les, tu vas t'en servir plus tard. Il y a Sandrine qui dit quand un album amène des réflexions sur l'écriture des albums passés et des suppositions sur la suite, c'est là qu'on peut dire que c'est excellent. J'ai presque envie de vous poser la question. C'est nécessaire pour vous d'avoir ce petit supplément de narration parce qu'il y en a eu d'autres, hein, des films comme ça. Tu pensais à Retour vers le futur. Il y a les 2 premiers Terminator aussi. Le côté paradoxe temporel. En fait, c'est celui qui vient du futur qui finalement est le papa de mon enfant, etc. Je Il y l'avais a pas vu. flûte. Ah bah de toute façon, moi Spoil. tu sais, bientôt je vais faire clignoter un truc Spoiler alert. spoiler en permanence dans l'émission, comme ça on sera Faudrait qu'on ait tranquille. un bouton, on sait tout. Attention, la spoiler alert. Et en fait, moi, ce que j'adore dans cette série et ce qui me fait dire que là, on est en train de travailler sur le 10 et à chaque nouveau tome, je m'éclate encore un peu plus que le précédent. Je pensais pas me dire que arriver au tome 10 d'une série et je prends un pied d'enfer. C'est que justement, on ne sait jamais. C'est un petit peu cette phrase de Forrest Gump, c'est comme une botte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Et en fait, on a tellement. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est que on partait d'un postulat. Et ce postulat, on l'a fait partir bien au-delà de ce que ça pouvait, de ce que ça pouvait être à la base, avec, finalement on parle juste d'un gamin qui ne veut pas, qui part à la recherche de ses parents et qui se retrouve à la préhistoire et, et avec une aventure, avec des timelines qui partent de tous les côtés. Et en fait, moi, c'est là où je trouve que c'est génial et ce qui me donne envie, en fait, moi déjà de faire cette histoire et en plus de la faire lire aux gens. C'est ce moment où le récit dépasse complètement l'entendement par rapport au sujet initial. C'est un petit peu ce que tout le monde a aimé. Vous aviez fait l'émission sur Dragon Ball. Dragon Ball, concrètement, au début, c'est un petit gamin qui vit dans la montagne avec une jeune fille qui le rejoint et vient partant à la recherche des boules de cristal. On sait ce que ça a donné après. Hein. Alors sachant que c'est un garçon qui a jamais vu une fille, c'est que les sujets, Voilà, il y a en aussi plus. ça. Il y a aussi paf Voilà, paf, pan pan et voilà. Après, on peut parler des autres choses, mais voilà, ça Ouais, bien c'est. sûr. Je peux te sortir One Piece aussi, où au départ c'est un mec qui prend son bateau et qui s'étire. Là, je vois où ça en est aujourd'hui, le manga et l'animé. On est bien loin. Hein. On est Ouais. bien, bien loin. Et en fait, c'est ça que je trouve génial. Pour répondre à ta question, en tout cas, oui, à partir du moment où tu fais un truc sur le voyage temporel, moi je pense que c'est dans le contrat. Tu es obligé de faire. Si tu vois, voilà, c'est quoi les grandes références de voyage temporel qu'on a au XXe siècle? C'est Retour vers le futur et Terminator. Si t'es pas à la hauteur de ça, c'est pas la peine d'essayer de le faire. Donc oui, tous les petits, les machins qui se bouclent en fait dans tous les sens, t'es absolument obligé de le faire. Et c'est marrant, je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit Anouki, ça doit être super riche pour avoir été la compagne du créateur d'Apple. C'est rigolo parce que Brice a reçu aujourd'hui les pages où Anoukis dit qu'elle est méga riche en fait. Elle est ultra richissime. Et donc oui, en effet, Anoukis c'est la 16e fortune mondiale. Spoiler alert du tome 10, Anaïs, pardon, Anaïs. Anoukis, ouais, elle est riche grave. Ouais, on a Seth qui nous dit être scénariste, c'est quand même pas mal d'intuition en t'écoutant parler, Olivier. De mon côté, je pense à tous les deux, Brice et Johan. Vous avez dû dessiner et mettre en couleur des personnages dont on découvrirait l'identité beaucoup plus tard. Je suppose que c'est une difficulté particulière. Et est-ce que vous-même vous avez eu des surprises ou est-ce que vous étiez toujours dans la confidence au départ? Et est-ce que je suppose que ça a dû être beaucoup de difficultés de donner suffisamment d'indices pour que ce soit pour qu'inconsciemment on fasse le lien et en même temps pas révéler des choses trop tôt. Non, je pense que dès le départ, on savait. Enfin, de toute façon, tout le pourquoi du comment du cycle 1, on le savait. Mm-hmm. Voilà, c'était dès le départ, c'était dans le dossier.
pour tout ce qui concerne le cycle 2, on en a toujours discuté ensemble. En fait, Olivier n'a jamais dit j'ai cette idée, je vais la faire et je lui balance les pages. On n'a jamais fonctionné comme ça en termes de boulot. On a toujours discuté beaucoup de ça. Et puis de toute façon, derrière, Johan était dans la boucle aussi parce que c'était important. Enfin, voilà, c'était important que ce soit les trois. Mais quoi qu'il arrive, non, il y a rien rien ne s'est fait sans qu'on en discute. Voilà, par exemple, pour information, ce que disait Olivier, c'est que le cycle 2, on a mis en place des choses en se disant tiens, je vais placer ça ici, en me disant tiens, voilà. L'année dernière, on s'est vu, on savait comment booker le cycle 2. On s'est vu l'année dernière pendant une semaine et on a bouclé la série ensemble. Jusqu'à la on fin. sait ce qu'on va raconter. La fin de la série. On sait ce qu'on va raconter dans les grandes lignes avec un petit peu de détails jusqu'à la fin. Chose qu'on n'avait pas fait pour le cycle 2, par exemple. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se permettre des petits changements. On est déjà en train d'en faire un peu, mais c'est minime par rapport à. On reste vraiment dans les grandes lignes de ce qu'on veut raconter sur le cycle 3. Et pour autant, tu vois, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, j'en dis beaucoup, hein, mais j'ai l'impression que dans ceux qui nous écoutent, il y a quand même des lecteurs de Frank. Dès le premier tome, quand il interprète les noms des personnages, les prénoms des personnages qui sont qu'en consonne et qu'il interprète des noms comme Gérard ou Kenza, je me suis dit, mais ça peut pas être fortuit qu'ils aient des noms contemporains. Et en ce qui concerne Kenza, elle a ces mots dans le tome 5 ou 6, je ne sais plus, où elle dit à Frank, mais j'ai essayé de te le dire, mais tu n'écoutais pas, en fait. Elle essayait de lui dire, et je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible, il faut que je ferme le tome et que je relise tous les autres, parce qu'effectivement, il y avait toujours, quand elle lui disait, mais c'est quoi ce truc-là, mais en même temps, je le sais. Voilà, je formule pas très bien, mais c'est comme si à ce moment-là, alors, est-ce que c'est une pirouette scénaristique de faire dire ça au personnage de Kenza, ou bien est-ce que vraiment c'était pensé depuis le début comme ça? Non, Kenza, elle a toujours été ce personnage-là qui a connu, en fait, c'est marrant parce que là encore, si tu lis vite, tu te dis, bah, Kenza, elle fait partie de la tribu dès le départ. Non, pas du tout, en fait. Elle a été rencontrée parce qu'elle est tombée dans le même piège que la tribu. Donc elle vient d'où? Attends, il y a Denis Bajram qui nous dit méga spoiler alerte. Est-ce qu'on est allé trop loin ou pas? Mais je crois que Olivier, tu me confiais avant l'émission que tu n'avais pas peur des spoilers, toi. Ouais, j'ai regardé l'émission avec Mathieu Salvia et Christelle, Ouais. très intéressante par ailleurs. Et avec Mathieu, on a ce débat de moi je dis non mais il n'y a pas de spoiler, ça n'existe pas, on s'en fout. Après, il y a des exceptions. Si le spoiler c'est révéler la fin de Sixième Sens ou de Usual Suspects, ouais, il faut pas le faire. Ça, c'est pas bien. Par contre, si c'est révéler un truc qui se passe dans le premier tiers de l'histoire, on s'en fout. Et puis, bref, en tout cas, rien de ce qu'on raconte ici, à mon avis, n'est préjudiciable à la lecture de l'histoire. Et c'est ce que j'allais te dire, c'est que vu où vous en êtes, vu le lectorat que vous avez bâti déjà à force de 9 tomes, je pense que si on a des gens qui découvrent aujourd'hui, potentiellement, c'est des lecteurs qui se seront pas imaginés que derrière cette accroche que vous mettez à la fin de l'album, la préhistoire c'est nul, il y a même pas de pizza, il y a pas de réseau, il y a beaucoup plus que tout ça, en fait. C'est plus que un simple gimmick. Et on en reviendra à la dernière question, à ce que tu évoquais tout à l'heure, le spoiler alert de l'adaptation animée, où apparemment on est bien loin de tout ce sens que vous mettez dans votre série. Ah ben ça, c'est... moi j'ai fait... j'ai pas mal d'expérience dans l'audiovisuel. Hein. Oui. Et c'est sûr que la série animée, en fait, tu t'en arrives à te demander pourquoi ils ont pris les droits. Parce que si c'est l'histoire d'un gamin qui est téléporté dans la préhistoire et qui va vivre des aventures dans la préhistoire, bah tu sais quoi, en fait, cette idée, elle n'est pas déposable. Tu peux le faire, tu peux faire ce dessin animé-là. Si c'est tout ce que tu vas raconter, personne ne va te dire que tu as copié sur Frunk. Hein. Ou alors au départ, on dit, oh dis donc, c'est un peu la même idée que Frunk. Mais c'est ça qu'ils vont raconter. Ce serait mal connaître Frunk, en fait. Ce serait s'être arrêté à la vitrine du tome 1, quoi. Exactement, et c'est ce qu'ils font. C'est que vraiment, sans aucune
ils achètent un feuilleton qui fonctionne parce qu'il y a un fil rouge que tu suis et qui va te faire rentrer en connexion émotionnelle avec les personnages. Et la première chose qu'ils te disent après avoir acheté le truc, c'est bon, alors vous savez, nous à la télévision pour la jeunesse, on n'aime pas les feuilletons. Ah bon, vous n'aimez pas les feuilletons? Non, on aime beaucoup les feuilletons quand on les achète à l'étranger. On achète des séries d'animes japonaises, machin. Mais par contre, quand on les fait, on veut pas. Pourquoi? Ben parce que vous comprenez, on veut que les programmateurs ils puissent prendre les épisodes et les mettre dans l'ordre qu'ils veulent. Tu vois, par exemple, faire un épisode spécial Noël, un épisode spécial Halloween, un épisode spécial Saint-Valentin. Mais si ça s'inscrit dans une continuité, il faut aussi que le spectateur, aujourd'hui, tu comprends, le gamin, il tombe dessus, il faut qu'il comprenne tout de suite ce qui se passe. Tu dis, Franck, c'est facile. Tu dis, c'est l'histoire d'un gamin qui est téléporté dans la préhistoire. Tu mets ça dans le générique. Et ensuite, tu as ton histoire. Ouais, mais si tu as des références, ça s'arrête là. Et donc, tu leur dis, pourquoi vous avez acheté un feuilleton si vous voulez pas en faire un feuilleton? Et tu deviens dingue, lentement, mais sûrement. Et tu travailles avec des gens qui... j'ai travaillé avec eux. Au départ, je voulais écrire avec eux. Et puis, j'ai été vraiment très, très, comment dire, gentil. J'ai participé beaucoup à leurs conneries, jusqu'à finir par me rendre compte que c'était pas du tout l'histoire que j'avais envie de raconter. Et donc, j'ai travaillé 1 an avec eux. Je me suis barré il y a 1 an. On n'a toujours pas de nouvelles. Hein. Mais ils continuent de payer. Continuent de payer, hein, les gars, je m'en fous, moi. Bah, quel regret. Il y a Anaïs qui dit ils ont jamais vu Avatar The Last Airbender ou quoi. Il y en a tellement des exemples, effectivement, Ouais. de séries, en fait. Et là, quand Brice m'avait décrit, alors je savais pas j'étais pas sûr qu'on en parlerait ce soir, mais quand il m'a décrit le projet, effectivement, je me suis dit c'est Ladybug, quoi. C'est toujours Ouais, mais toujours le même attends. quartier de Paris. Il saute sur la Tour Eiffel à chaque épisode, et puis en fait je me demande si ça vient pas un petit peu de la 3D, ça. Tu vois, le côté on a peu de décors, on a peu d'éléments. Donc de fait, on va avoir l'épisode où il perd sa godasse, l'épisode où il perd l'autre godasse, l'épisode où il craque son blouson, et en fait, on rentre pas, on fait avec le matériel qu'on a, et on recycle, quoi, voilà. Mais tu sais Alors, que tu crois pas si bien dire avec Ladybug, parce que on nous cite toujours Ladybug. Et pourquoi? Parce que la malédiction de Ladybug, c'est que c'est un carton mondial. Ouais. C'est nul, mais c'est un carton mondial. Donc c'est la référence, donc il faut faire comme ça. je vais pas nuancer le propos, mais le fait est que au début de la série animée, donc Olivier était donc co-scénariste, et donc forcément, il fallait que ce soit un travail d'adaptation. On était relativement ok avec ça. On savait très bien que nous, dans notre BD, on a des antagonismes, on n'a pas de vrais méchants comme tu pourrais attendre dans un dessin animé. Ça s'invente, ça, c'est pas un problème. Et je me rappelle que entre guillemets, l'approche qui avait été choisie par Olivier et par sa co-scénariste était super intéressant. Et toujours super intéressant. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont garder ça, ça serait dommage. Mais disons qu'il y avait eu des réflexions. Et je me rappelle, par exemple, pourquoi pas l'antagoniste, ça serait une gamine de 7 ans. Et là, on a dit, non, c'est pas le laboratoire de Dexter, on va arrêter les conneries. Et voilà, mais après, c'est toujours le truc. C'est forcément une trahison, comme on dit, hein, une adaptation. Maintenant, le vrai problème, c'est quand les gens disent à Olivier, ouais, mais je pense que tel personnage ne ferait pas ça. Ouais, mais enfin, c'est moi qui l'a créé à la base, ce personnage, donc je pense savoir ce qu'il fait. Je veux préciser un truc par rapport à ce que j'ai dit, parce que je me suis emballé. Ladybug, c'est pas nul. Moi, je trouve ça nul. Et si c'est un succès mondial, c'est que ça a des qualités. En revanche, ce qui est dommage, c'est que on décide de faire de Franck Ladybug, alors que ça n'a aucun rapport. Il y De toute a... façon, Franck, avec l'héritage manga, faut que ça soit fait au Japon, bordel de merde. Excusez-moi. Ouais, t'as Johan, raison. tu voulais dire? Non, je disais oui, c'est vrai que c'est con de. T'as un succès, mais on voit ça aussi dans la BD, hein, enfin, dans Bien sûr. une mesure un peu différente, mais t'as quelque chose qui marche, ça passe à la moulinette de. On passe tout ce qui va arriver par la moulinette de trucs qui marchent. Bon. Euh, enfin voilà. J'ai une C'est réflexion. dommage. Ouais, j'ai une question à vous poser. Je cherche pas à faire en sorte que vous blâmiez qui que ce soit sur cette adaptation, mais je vais vous partager un témoignage enfin mon témoignage. La première fois que j'ai signé un contrat d'édition dans lequel il y avait ce contrat audiovisuel qu'on est vraisemblablement, si on écoute les éditeurs, obligé de signer
L'éditeur, j'étais un peu circonspect, et surtout j'avais du mal à saisir la nuance de pourquoi, s'il y a une adaptation, on la céderait purement et simplement. Et surtout, il y a le fait qu'on... Alors, je vais pas trop parler des pourcentages et tout ça, mais on la cède... comment dire, il n'y a pas, il y a pas de droit réellement, ce n'est qu'un pourcentage sur la cession de la part de l'éditeur. Et mon éditeur m'a dit à ce moment-là, de toute façon, la plupart des éditeurs BD cèdent gratuitement les droits parce que ça fera vendre de la BD, en fait. C'est-à-dire que comme si le contenu de l'adaptation n'avait que peu d'intérêt, du moment que c'est le même nom, et alors j'ai un autre exemple comme ça qui me vient en vacances, donc on regarde la télé quand on est en vacances et ma fille regardait les Sisters, je pense à Titeuf aussi, en fait on est dans l'adaptation où c'est bien les personnages, ça ressemble aux personnages, par contre les scénarios c'est juste des gamines qui font des conneries, Titeuf qui dit c'est pas juste quelle que soit la situation, et en fait à chaque fois on perd complètement l'âme il me semble, du projet. Est-ce que c'est... Alors, j'allais dire, est-ce que c'est inévitable tant que ce sera cédé comme ça? Il y a un truc en tout cas qui est moi je connais très bien le gars qui s'occupe des sessions de droit pour Média Participation qui regroupe Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Le Seuil, La Martinière et tout ça. Et lui il m'a dit ce qui était vrai à une époque, à savoir un dessin animé fait vendre de la BD, n'est plus vrai aujourd'hui du tout. En plus. Il dit j'ai plein d'exemples. Tu fais un dessin animé, ça change absolument rien à la vie de l'album en librairie. Par contre, si tu fais un énorme carton en dessin animé, oui, ça change les choses. Et même souvent, en fait, il y a des dessins animés qui n'étaient pas des adaptations, qui deviennent des succès de librairie par la suite parce qu'on en fait des dérivés. Mais en tout cas, faire un dessin animé avec dans l'idée que ça va aider les ventes de ta BD, c'est faux. On a un commentaire à KKK qui parle de Billy the Cat aussi, Sandrine qui parle de Les filles de Dad pour la BD Dad. En plus, je crois qu'adapter du gag, adapter de la BD de gag en série animée, c'est pas possible, surtout si on fait du 20 minutes. En fait, Denis confirme ce que tu dis, c'est que ça n'a plus aucun impact sur les ventes, l'adaptation. non. Moi, je vais être tout à fait honnête. Qu'on ait une adaptation en dessin animé de Frunk, je serais honoré. Mhm. Je serais surtout très content que ma nièce ou que ma filleule ou que les enfants de mes amis voient ça et se disent eh, c'est la BD de Brice, c'est rigolo. Mais en vrai, ça m'empêchera pas. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'on va raconter dans notre BD, puisque c'est mon métier en vrai. Mhm. Et il y a que ça qui importe. Et je pense pas que l'un ou un impact sur, comme disait Olivier, l'un n'a pas d'impact sur l'autre. Euh, c'est peut-être vrai pour le Japon, mais le Japon, c'est un autre marché. C'est vraiment pas un truc. Et encore une fois, Là, on parle de vraie euh, adaptation. Enfin, justement, ouais. avec. Alors, ils rajoutent des choses pour. Il y a des Mais fillers et tout, mais. en fait, concrètement, le manga sert de storyboard pour l'animé. Hein. C'est-à-dire, Hmm, au Japon, ça se passe comme ça. Hein. C'est vraiment ça. hmm, Et parce que il pense vraiment la série. Enfin, c'est inévitable dans le sens où une série a un peu de succès, elle est faite en animé. hmm. On va dire que c'est le circuit market de base au Japon. C'est comme ça que ça marche. Certains, ça met plus de temps que d'autres, mais en général, pour du tout public ou pour ou du shonen, comme on dit, ou Hmm. ce genre de choses, ça va relativement vite. Et après, comme tu dis, quand ça rattrape, tu fais les fillers ou ça devient un petit peu n'importe quoi. Ouais. Je pense notamment au pays du curry dans Naruto, qui était très drôle. Mais après, l'adaptation, en France, pour le coup, quand c'est des studios français, on parle vraiment d'adaptation. On est sur de l'adaptation, c'est-à-dire que le produit est radicalement différent. Moi, je me rappelle de ma nièce quand elle était petite, elle regardait un dessin animé, elle me dit, ah, je trouve ça bien. Et c'était Troll de 3. Hmm, Et je savais pas qu'il y avait un dessin animé de Troll de 3 qui est hmm. pour les enfants, en l'occurrence. Parce que la BD, on peut pas comment parler qu'eux. Mais voilà, c'est en même temps, et je sais très bien que le public qui regarde Troll de 3, le gamin, il va pas avoir ah, Troll de 3 en librairie, tiens, c'est le dessin animé que je regarde. Il va avoir le bouquin, le gamin, il va être déçu. Mais voilà, c'est parce que tu vas chercher un autre public pour le dessin animé, mais ce sont deux trucs radicalement différents. Et je pense que si un jour le dessin animé de Frunk se fait, mais s'il se fait bah, d'un côté, tant mieux, quoi qu'il arrive, il sera radicalement différent. Et je Hmm. sais pas s'il parlera aux
aux lecteurs de la BD qui nous suivent depuis le début. Mais s'il y a des enfants qui aiment bien et qui se disent à un moment, bah tiens, il y a aussi la BD, pourquoi pas aller voir? Alors bah, ça sera différent. Mais voilà, ça peut servir, mais en soi, ça va être deux entités différentes qui toucheront un autre public. Et moi, la seule chose que j'en retiendrai, c'est que bah, je serais honoré d'avoir un dessin animé sur ma série BD. Voilà, ça ira pas plus loin. C'est déjà pas mal. À ce compte-là, tu vois, quelque part, c'était Hélène qui citait... non, pardon, enfin, il y a quelqu'un qui citait les filles de Dad. À la limite, je trouve que c'est plus honnête d'appeler ça différemment, tu vois, d'avoir une dénomination différente de la BD pour dire on est bien dans un projet différent. Peut-être que votre Franck, en dessin animé, il devrait appeler ça Retour vers Jurassic Park, tu vois, quelque chose comme ça. Non, mais si ça s'inscrit comme une logique de spin-off, enfin, quelque part, au moins, c'est honnête par rapport au matériel original, en fait. Je veux dire, si ça s'appelait Les déboires de Franck à la préhistoire et que c'était une succession de sketchs sur Franck à la préhistoire à qui il arrive des gadins, ben, ça serait logique. Enfin, il y aurait Ça serait logique. Là, C'est ça se tiendrait, tu vois. Bon, C'est pourquoi autre pas. chose avec un personnage qui existe. Bon, après, à voir à la pertinence des choses et le degré de trahison, évidemment. Mais c'est vrai que ça, c'est plus logique que simplement reprendre le titre de quelque chose et dire quelque chose de complètement différent. Parce qu'en fait, ben, t'as pas mal d'œuvres qui passent par écran et qui vont avoir une notoriété qui seront la leur et puis qui sera peut-être supérieure ou inférieure mais potentiellement supérieure à celle du matériel original qui est la BD. Et si les gens trouvent le dessin animé nul, ils n'auront pas spécialement envie de voir la BD parce qu'ils auront dit ah bah oui c'est nul. Enfin, Ouais. je sais pas si je suis clair, mais Eh ben si, ce sera ma conclusion, je pense, personnelle. Hein. Denis dit Denis Bajoram dit, mais pourquoi acheter des licences si c'est pour ne pas en retenir grand-chose? On revient à la question d'Olivier du départ. Moi, je suis complètement d'accord et je conclurai en disant ça. Eh ben, lisez Franck. N'attendez pas le dessin animé. C'est de la grande aventure. Ça raconte quelque chose de notre temps. Je suis très heureux d'avoir raccroché les wagons et tout lu. Je suis très impatient de voir la suite, même si je vois déjà les cases passer. Je lis, et je m'efforce de pas trop lire les dialogues que je vois passer sur le tome 10, mais je suis content de te voir le faire en direct. Et voilà, c'est de la belle grande BD, et puis c'est fait, comme je le disais au départ de l'émission, pour moi, rien que le principe d'enlever une lettre, c'est fait pour être lu, c'est fait pour être de la BD, voilà. Et je terminerai, Merci. je terminerai avec une question que j'ai gardée pour la fin, et ça me permet de saluer notre modératrice qui est présente dans les commentaires, Anaïs. Salut à toi. Anaïs, plutôt, vous posez la question à vous les auteurs, et ce sera la dernière question de l'émission parce qu'on est presque à 1h40. Ça vous fait quoi d'approcher de la fin? Parce que là, vous entamez le dernier cycle. Comment vous vous sentez? On les voit souvent, vos personnages, avec des émotions fortes et tout. J'imagine par avance comment vous allez vous sentir quand vous mettrez les dernières lignes, les derniers coups de crayon, les derniers coups de couleur. Je pense que la dernière scène du dernier tome, c'est qu'on avait chialé sur le tome 4, c'est vrai. Alors là, ça va être horrible. Non, moi, je suis pas impatient du tout. Parce que j'y suis attaché à tout ce beau monde. Après, ce qu'on disait, c'est qu'on a suffisamment de marge dans des choses qu'on n'a pas pu raconter, et on a suffisamment de personnages parce qu'on n'a pas pu exploiter tout le monde non plus, vu la pléthore de personnages qu'on a. Il y aura toujours moyen d'y revenir avec des spin-offs ou avec des trucs à l'occasion. Après, ouais, c'est sûr que l'aventure de Franck, elle a une fin, hein, c'est acté. Ouais, ça fait toujours bizarre. Tu sais, déjà, ne serait-ce que de finir un tome, c'est toujours quelque chose. Finir un cycle, c'est encore autre chose. Là, je le vois avec le cycle 3,
c'est un petit peu toujours comme un redémarrage à zéro. Et c'est en fait ce qui fait le sel aussi de l'aventure. Mm. Mais non, moi j'ai pas hâte. J'ai pas hâte. C'est pour ça qu'on va prendre un peu plus notre temps maintenant pour faire durer le plaisir. Moi, j'ai pas l'impression d'approcher de la fin là. J'ai l'impression d'être au début d'une montagne. Sérieux, et les 3 tomes qu'on va faire là, on arrive en terre inconnue. On sait ce qu'on va raconter, Mhm. mais c'est vraiment super balèze d'arriver à faire en sorte que ça fonctionne aussi bien que les précédents. C'est un défi, quoi. On se repose pas du tout sur nos lauriers. Et moi, vraiment, je suis au pied de la montagne. J'ai pas l'impression du tout d'être à la fin. Donc peut-être que oui. Enfin, c'est sûr qu'à un moment, elle va arriver cette fin. Mais là, je me pose surtout des questions pratiques de putain, est-ce que les gens vont nous suivre ou est-ce qu'on est en train de faire vraiment n'importe quoi? Quant à moi, j'ai dû faire en tant que coloriste au moins une centaine de bouquins. J'ai bossé sur plein de séries et finir des séries, ça m'est pas arrivé souvent. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Tu veux dire que les pense- séries ont été interrompues éditorialement avant d'arriver à la fin? Oui. Ou alors, en tant que coloriste, des fois on est mercenaire, on fait que passer. Mais en fait, je pense que j'ai dû finir une seule série avant celle-là. Et en fait, là, je vais répondre à cette question en répondant à une question de Sandrine qui demandait un petit peu quelle était la communication entre le scénariste, le dessinateur et le coloriste. C'est vrai, merci et pour tous vos Sur, commentaires, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup, j'ai pas pu tout prendre ce soir. sur Franck, la communication, elle est tellement simple. Bah, en fait, je ne sais pas comment Pied et Brice communiquent, mais entre Brice et moi, et entre enfin, Olivier et moi, la communication, elle est. En fait, il n'y en a presque pas besoin, en fait. Tellement il y a une espèce d'évidence dans le fonctionnement de cette équipe. On en parlait au début de l'émission. Et, euh, et en fait, bah, ce que ça me fait de me rapprocher de la fin, c'est que bah, déjà, j'y pense pas parce qu'il reste quelques albums et on n'y est pas rendu. Hmm. Mais c'est la meilleure, enfin c'est peut-être la meilleure équipe avec laquelle j'ai pu bosser autant en fait. Quelque part, je me dis bah qu'est-ce T'as qu'on déjà fera dit après? ça sur Bombix, hein? Non, je plaisante. Mais Ah, ça va, c'est Bombix, on a fait un album, c'est tout frais, etc. Là, Je on a plaisante. 9 albums. Bah Et oui. 9 albums sur un paquet d'années. Hmm. La question après, c'est bah, qu'est-ce qu'on fera plus tard? Déjà, comment est-ce qu'on va finir ça? On va le finir, c'est super. Parce que on sait Ouais, maintenant on a la Ce, chance d'arriver ce- à la fin de la ce série, sera un ça c'est sacré vrai. accomplissement, c'est vrai. Vous avez raison de le préciser. c'est énorme en fait déjà. Bah, c'est super en fait. Ce sera sûrement très émouvant d'arriver à la fin de Franck, mais bon, c'est pas tout de suite. Et puis bah, on fera d'autres trucs après, hein. C'est ce que j'allais dire. Ce sera peut-être. J'avais dit que ce serait ma dernière question, mais à vous écouter, il y aura d'autres BD par tous les trois, quoi, par cette équipe-là. C'est possible. Olivier ne Bien répond sûr pas. que oui. Marre de travailler avec Alors, ces cons. je veux, c'est maintenant, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, que je vais vous avouer un truc. Je n'ai pas entendu un seul mot de Johan. Je ne sais pas ce qu'il a dit pendant toute l'émission. Pour moi, Non. il est muet. Donc j'entendais des ah oui, t'as raison, ah oui, d'accord. Et je réécouterai l'émission sur Mince. YouTube pour savoir ce que Johan a dit. Voilà. Il a dit Donc des des belles fois, choses sur toi. ah super. Des fois, je manque de réaction, mais juste parce que je sais pas je veux pas interrompre quelqu'un qui parle, mais je sais pas du tout ce qu'il dit. Ah, mais comment c'est En fait, possible? là, il disait simplement que on va probablement refaire des choses tous les trois. Voilà. Et ils Ah lui oui. ont demandé si tu confirmais, mais en fait, ton silence nous faisait un peu peur. Non, non, si on a un projet. On a possiblement un spin-off, mais on va pas en parler maintenant. Et on a surtout un gros projet presque de shonen, mais franco-belge, qui pourrait être vraiment super. Voilà. Super. Bon. Eh ben, merci à tous les trois, hein, donc, bonne découverte, hein, Olivier, si tu Ouais. réécoutes l'émission. J'espère que les autres ont entendu Johan quand même. Je suis soudain Moi, très inquiet. j'ai entendu Il a tout le vra- monde.
Il a vachement bien donné le change. Hein. Écoute, ça, Il est fort. on s'est pas aperçu. Donc, voilà, je suis pas Il est un pro fort. de la technique, vous l'aurez compris. Il est fort. On a réussi à faire l'émission tout de même, en dépit de tout ça. Voilà, merci à tous les trois. Et je pense que je vais prendre une petite semaine de vacances concernant l'émission, mais je vous retrouverai très bientôt, un mardi soir, sur la télé virtuelle. Bonsoir à tous. Bye bye. À bientôt. Ciao. Comment s'appelle ce chat? C'est Bucky. Tu dis au revoir, Bucky. Bucky. Ah mais oui, Bucky. Salut Bucky. Au revoir à tous.